What has been the result of the war on drugs? Why would you ask me? I'm not a cop. Because this is a college seminar, and that's how college seminars work. The professor gets into a lively conversation with the student. Friction creates fire, and that leads to lessons learned. Well, it's definitely harder to get drugs, I can personally tell you that. The average price of cocaine has dropped 70% in the last 30 years. Then your dealer's probably selling you some pretty stepped-on shit. Mr. McQuaid, college is a wonderful place. This is where you get to decide who you actually are instead of the person that you're clearly pretending to be right now, which everyone sees through, by the way. You got to decide, do I just keep doing the same thing, or am I going to choose a different path and question my convictions? I don't have any prior convictions. Why are you saying this stuff? That's exactly the answer I wanted, Mr. McQuaid. I want you to question what I'm saying. This is the basis of this whole course. And that's the beauty of college. You can say whatever you want. You can be whatever you want. I mean, I have tenure. I can really say whatever I want. George Washington was a black lesbian. The Eiffel Tower is made of dildos. They can't fire me. I'm indestructible. I'm sleeping with 2 of my students. Her and her, I actually am. Now, just like you did before, I want you right now to say whatever you want. Say whatever you want. Fiato. Fiato, not a word, but I'm going to accept it. You can do whatever you want with your life, Mr. McQuaid. The only way you can fail this class is by not becoming who you truly are. Please respond to my text. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous au cours de mime? Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suspectée en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans le premier épisode de la 5e saison de The Cinema Show. L'équipe et moi-même sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison ciné en espérant que vous ayez passé de bonnes vacances. C'est d'ailleurs la question que je vais poser. Je rapte ici pendant que je parle en fait. J'ai rapte ici. Elle est nulle cette chaise. Bon, je suis tout petit. Si vous me voyez à la vidéo, pour ceux qui sont en vidéo, je suis tout petit maintenant. Donc je voulais parler des bonnes vacances. C'est la question que je vais poser aux chroniqueurs et chroniqueuses présents en ma compagnie pour cette première de l'année. Comment s'est passé ton été, Margot ? Écoute, pas mal du tout. Ça a lu du Call Me By Your Name à la piscine, donc vraiment très chill. Et toi, Florent, comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Je n'ai rien fait et c'était parfait. Ok, bon. La reine du quiz est aussi là aujourd'hui. Marie, salut, comment était ton été ? Bah, il était très bien, il n'est pas fini moi pour ma part. Donc, ouais. je suis assez heureuse, écoute. On était ciné un peu quand même. Bah, je me tourne vers Axel. Axel, t'as pas fait trop la fête au camping là, ça va ? Avec des flots bleus et tout ? Non ? Tranquille. Cette semaine, on retrouve Alexandre à la vidéo et Tom à la technique. L'an dernier, j'avais débuté la 4e saison avec 21 Jump Street de Phil Lord et Chris Miller. Cette année, je suis pas allé chercher plus loin puisque c'est avec une séquence de 22 Jump Street que nous avons débuté. Séquence dans laquelle Jonah Hill et Channing Tatum font leur entrée à la fac, surtout Channing Tatum dans la scène que j'ai choisie. Est-ce que vous avez un petit mot à dire autour de la table sur ce film ou on passe à autre chose ? Je crois que personne l'a vu. Personne. Il faut absolument qu'il y ait un 23 Jump Street pour l'année prochaine parce que sinon, mais fort tombe à l'eau. T'as pas vu la fin du 2, ça veut dire ça. J'ai pas vu un non plus, tu me diras. Donc. Ouais, ça aide pas. Bon,
Tu voulais dire quelque chose, Axel ? C'est vachement bien, voilà, c'est hyper drôle. Voilà, on aime. Ça c'est ce que je voulais entendre. Au programme de la soirée, donc, des chroniques sur les films qui nous ont marqué cet été. Tout le monde aime Jeanne de Céline Deveau, Nope de Jordan Peele, Plan 75 de Chie Hayakawa, Bullet Train de David Leitch et Le Visiteur du futur de François Descraques. Nous vous proposons d'ailleurs une rencontre autour du Visiteur du futur, sorti la semaine dernière, donc en compagnie de François Descraques, Raphaël Descraques et Enya Barou. On les a rencontrés avec Margot, vous verrez tout. Et entendrez tout pour ceux à la radio. Le speed dating, et oui, non, le speed noting sera également au programme pour revenir rapidement sur les autres sorties importantes de l'été, tandis que le quiz mettra un quasi-terme à l'émission. Pourquoi quasi ? Parce qu'une nouvelle rubrique dans TCS arrive avec les recos de l'équipe qui clôtureront chaque semaine l'émission. Sans plus tarder, débutons tout de suite par une bonne dose de news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Alors, au sommaire des news, le mercato de l'été, un film qui ne sortira jamais, le palmarès à Venise et ceux qui nous ont quittés hors Elisabeth II. Et tu commences comme traditionnellement par le mercato. Un mercato assez calme durant les 2 derniers mois de l'été. Une information m'a quand même attiré l'œil. Michael Mann va sans doute réaliser une suite à son chef-d'œuvre Hit. En tout cas, c'est ce qu'il veut. Alors, cette info est à prendre avec des pincettes, mais à l'occasion de la parution de la suite de son film en livre, le 9 août dernier, Michael Mann a déclaré dans Empire qu'il est totalement prévu d'en faire un film. Est-ce que ça sera un film modeste ? Non. Est-ce que ça sera une série très chère ? Non. Ce sera un grand film. Hit est soutenu dans la culture populaire, il est connu, c'est une marque, il y a une sorte d'univers Hit d'une certaine manière et cela justifie certainement de faire un nouveau très grand film ambitieux. Pour info, le livre se déroule juste après les événements du premier film. Il semble donc plus que compliqué de revoir Al Pacino dans cette suite en espérant que celle-ci se fasse. Est-ce que ça vous intéresse une suite à Hit ? J'ai pas vu le premier. Oh, vous cassez les couilles. Mais Al Pacino, une culture ici. Al Pacino a dit, je crois, que ce serait sympa d'avoir Timothée Chalamet dans le film. Donc pourquoi pas, hein. Pour reprendre son rôle. Oui. Ah ouais. D'accord. En parlant de suite, la suite du flic de Beverly Hills, intitulé Beverly Hills Cop Axel Foley, est enfin rentré en production. Le film qui est produit et sera diffusé sur Netflix a également annoncé son casting. Outre Eddie Murphy, c'est Taylor Page et Joseph Gordon-Levitt qui rejoignent le casting. Et pour les fans de la première heure, on a aussi appris cette semaine que Judge Reynolds, John Ashton et Paul Reiser seraient aussi de retour. C'est Marc Molloy, metteur en scène de publicité, qui réalisera là son premier film. Voilà. Des attentes sur ce film, tout le monde s'en fout. Bon, ça c'est moi et mes références de vieux. Après Elvis de Baz Luhrmann, c'est Sofia Coppola qui va s'intéresser à la légende américaine de la musique, ou du moins à sa femme, Priscilla Presley, dans un biopic. C'est Cally Spaney qui jouera Priscilla, tandis que c'est Jacob Elordi qui jouera Elvis. Aucune date de sortie n'est pour le moment prévue. Est-ce que là, ça vous intéresse plus ? Ouais. En plus, ce qui est cool, c'est que ça pourrait un peu sortir Jacob Elordi de ses rôles d'adolescent, dont je sais qu'il en a marre aussi, notamment. Mais aussi, il est aussi dans Euphoria quand même. Mais oui, je pense que ça pourra faire du bien à sa carrière pour le coup. Et il pourra nous surprendre, à mon avis. Eh bah, à voir. Pour notre première news de la saison hors mercato, tu t'attaques à une info qui a pas mal fait parler cet été. Mais oui Margot, tu lis dans mes pensées. On va parler de l'annulation pure et simple du film Bad Girl. Alors ce long métrage réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fallah devait suivre les aventures de la fille du commissaire Gordon, Barbara Gordon, jouée par Leslie Grace. Alors vous allez me dire, des films qui sont annulés, ça arrive souvent Simon. Oui, mais ça arrive moins souvent quand le film est déjà tourné. En effet, depuis que la Warner et Discovery ont fusionné, une nouvelle direction a été mise en place avec une décision drastique. Fini les égarements du DCU, fini la stratégie HBO Max, plateforme sur laquelle devait arriver le film à la base, et bonjour les films d'ici événements au cinéma. Le duo belge derrière le film a d'ailleurs appris la nouvelle en même temps que tout le monde, alors que Adil El Arbi se mariait. Bonne nouvelle de mariage. Bad Girl n'est pas le seul film à avoir été annulé, puisque une suite / épisode spécial de Noël de Scooby, le film d'animation, était aussi prévu sur HBO Max. Et là aussi, le projet était pratiquement fini selon Tony Servon, le réalisateur du premier film. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle stratégie chez Warner ?
Bah là, il n'y a plus de stratégie. Non, je veux dire, là, ça y est, l'argent a le contrôle et l'artistique est parti complètement. Enfin, c'est-à-dire que là, on annule carrément un film qui est terminé, qu'on pourrait sortir. Là, c'est... Bon, en fait, le cinéma n'est plus de l'art maintenant, c'est fini. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont bouffer ce film? Non, peut-être pas. Bon, allez, on change de recette, on fait autre chose, etc. Ça y est, je trouve, on a passé une vraie étape avec cette annonce et Warner à faire n'importe quoi. Mais ça y est, l'art, le cinéma est presque plus considéré comme de l'art par ces majors. Après, ouais, chez Warner, je pense que ça faisait déjà un certain temps. Il faut quand même tout au contraire, quand même. Ça parle de plateforme, puis ça reparle de cinéma, puis ça reparle de salle. Ça n'est plus s'y retrouver. Mais je me suis demandé, du coup, on se demande, peut-être qu'il était très mauvais, et on ne sait pas. Sûrement. Ouais. Si ça a été jarté comme ça. Moi, en vrai, je m'en moquais un peu de Bad Girl, mais j'ai vu Rebelle de réalisateurs qui est sorti là il y a 2-3 semaines et qui est vachement bien, qui est hyper intéressant. On en parlera tout à l'heure. Mais du coup, je suis un peu déçu. J'aurais été curieux de les voir sur un. Après, ils ont fait Bad Boys for Life aussi, donc ça devrait te calmer. Les équipes du film ont quand même eu le droit à des funeral screenings. Courant août, voilà, chelou comme fonctionnement. Ils voient le film qui est pas fini, c'est un peu con. On poursuit ces news avec une qui me fait particulièrement plaisir parce que c'est le palmarès de la Mostra de Venise. Et oui, du 31 août au dimanche 10 septembre se tenait la 79e édition de la Mostra de Venise. Le jury présidé par Julianne Moore a décerné son Lion d'Or à Laura Poitras et son documentaire All the Beauty and the Bloodshed. Côté français, on venait en nombre lors de cette Mostra de Venise et c'est finalement Alice Diop, avec son premier long métrage de fiction, Saint-Omer, qui a remporté 2 prix, celui du meilleur premier film ainsi que le Lion d'Argent du Grand Prix du jury. Dans le reste des prix importants, y a Guadagnino, c'est ça qui te faisait plaisir, voilà, qui a remporté un prix pour Bones and All. Moi, ce qui paraît, le film est pas super. Moi, j'ai eu sur Rotten Tomato, il est très bien noté quand même. Ouais, bon. Après, faut pas trop s'y fier, mais. Tomato, ouais. Meilleure interprétation féminine, c'est pour Cate Blanchett. Meilleure interprétation masculine, c'est pour Colin Farrell dans un film que j'attends beaucoup, Les Banshees de Dincherin, voilà, ça c'est bien irlandais. Un film de Martin McDonagh qui a d'ailleurs remporté le prix du meilleur scénario pour ce film. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ces prix ou on passe à autre chose? Donc c'est un très beau palmarès, très, très fort politiquement. Tu n'as aussi pas cité le prix spécial du jury pour Jafar Panahi, qui est donc enfermé, qui est emprisonné. Et donc voilà, c'était un choix fort du jury qui était, qu'on peut saluer parce que en plus, je crois que le film tourne autour de cette idée-là. Il joue le rôle d'un cinéaste qui est enfermé et qui dirige des acteurs à distance. Donc voilà, c'était vraiment méta. Voilà, complètement. Et c'est un vrai choix fort qu'a fait la Mostra ici. Mais la Mostra a l'air de se remettre en question et d'être un peu plus audacieuse que d'autres festivals de cinéma et ça fait plaisir. On termine là-dessus. On termine ces infos ciné en rendant hommage à ceux et celles qui nous ont quittés ces derniers mois. En effet, ça a notamment été le cas de la comédienne dont tout le monde parle, Anne Heche, tout le monde connaît super bien en plus. Dont l'accident a beaucoup fait parler début août. Bon, la comédienne de 53 ans placée pendant une semaine dans le coma est finalement décédée le 12 août dernier. Tu vois, j'en ai pas fait plus. Tellement voilà, je l'ai cité. Voilà. Oui. Le même jour, c'est un expérimenté cinéaste allemand qui nous a quittés, Wolfgang Petersen, réalisateur de ce qu'on a appelé le nouveau cinéma allemand. Petersen s'était fait connaître en 81 avec Das Boot. Il avait ensuite enchaîné avec son film le plus culte, L'Histoire sans fin. C'est ensuite aux États-Unis que l'Allemand a fait carrière, avec notamment Dans la ligne de mire en 93 avec Clint Eastwood, Air Force One en 97 avec Harrison Ford, ou encore 3 en 2004 avec Brad Pitt. Son dernier gros succès d'ailleurs. Wolfgang Petersen avait 91 ans. Le lundi 29 août, c'est la comédienne de la Palme d'Or Sans filtre, c'est le film qui s'appelle Sans filtre, pour ceux qui n'ont pas suivi, Charles B. Dean, qui est décédé à l'âge de 32 ans d'une maladie soudaine, nous a rapporté Deadline. Horrible. Est-ce que vous aviez des réactions là sur les premiers qu'on a cités? Sur Anne Heche, Florent? Surtout sur elle, celle qui nous a impliqués, je pense. Non, pas spécialement. Anne Heche. Ouais. On va terminer par le décès qui a
plus fait parler ces 24 dernières heures, hein, celui du cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard. J'aurais pu dire Elisabeth II parce que je pense qu'on entend encore plus parler d'Elisabeth II même maintenant. Figure tutélaire de la nouvelle vague, le réalisateur ancien critique au cahier du cinéma et derrière des classiques comme À bout de souffle, Pierrot le fou ou encore Le mépris. Mai 68 fera basculer le cinéma de Godard dans un mouvement plus contestataire, déjà initié par La Chinoise et Weekend en 1967. Cela ne l'empêchera pas d'être adoubé par le cinéma puisqu'il remporta tout au long de sa carrière un Lion d'Or, un Ours d'Or, 2 Césars d'honneur, un Oscar d'honneur et une Palme d'Or spéciale en 2018 qui avait fait pas mal parler d'ailleurs à l'époque. En 1981, il refuse d'ailleurs l'Ordre national du mérite car je cite « Je n'aime pas recevoir d'ordre et je n'ai aucun mérite ». Du Godard dans le texte. Âgé de 91 ans, je crois que Jean-Luc Godard il était encore en préparation de 2 films. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Scène d'À bout de souffle avec Jean-Paul Belmondo, mort d'ailleurs quasiment un an jour pour jour. Il y a un an jour pour jour. Un petit mot sur Jean-Luc Godard. Moi, je tenais juste à dire que même s'il y a toutes ces personnes qui nous ont quittés, il y a quelqu'un qui est toujours présent à nos côtés, c'est Dame Dame. Et il est sur le live. Wow. Et je tenais quand même. Exit. Je m'attendais pas à ça. Il va peut-être nous quitter maintenant. Non, pas du tout. Sinon, sur Jean-Luc Godard. Moi, sur Godard, j'ai rien à dire. Donc Toi aussi, t'en as rien à foutre. Allez vous faire foutre. Ouais. Marie. Moi, j'avais une relation un peu amour-haine avec ce cinéaste, surtout haine. Mais j'ai vu la story d'une ancienne camarade à moi qui, je trouvais très juste. Elle avait écrit « Merci pour plein de choses, pas merci pour beaucoup d'autres choses ». Et je trouve que c'est très juste. Voilà. Florent. C'est un bon résumé parce que même si je suis souvent hermétique à son cinéma qui est difficile d'accès, on ne peut pas nier tout l'apport qu'il a donné au cinéma français et même au cinéma mondial. Il est l'inspiration de tellement de cinéastes qui ont témoigné après sa mort de leur reconnaissance de tout ce qu'il avait apporté. Donc voilà, on peut que le saluer pour ça. Puis c'est le dernier représentant de la nouvelle vague quand même, il faut le souligner. Ouais. En dehors de son importance historique, je trouve ça triste dans le sens où il avait encore des choses à dire. On voit le livre d'images, ça date d'il y a seulement 4 ans et c'était encore hyper révolutionnaire, hyper intéressant dans sa manière de parler de cinéma, d'essayer de jouer avec toujours ses codes. Et ouais, je pense que c'est dommage parce qu'on perd vraiment quelqu'un qui amenait le cinéma autre part. Et c'est extrêmement rare aujourd'hui ou même il y a 50 ans. C'est quelqu'un qui a toujours repoussé les limites. Et je trouve ça toujours dommage de perdre quelqu'un qui amène le cinéma là où personne ne l'aurait attendu. C'est vrai que j'ai résumé là Godard à quelques films et quelques prix, mais le monsieur a vraiment une carrière monstre et je pense à toute la partie à partir des années 90 où il a fait des films de montage, où il a travaillé ses histoires du cinéma qui étaient aussi très importantes et qui s'est prolongé jusqu'à ses derniers films. Dame Dame dans le chat nous dit désolé de pas être mort. Nous aussi on est déçus. Ce tour de l'actualité ciné étant maintenant terminé, il est l'heure de passer à notre bilan de l'été 2022. Et comme tous les ans, cette émission de reprise est consacrée à nos films préférés de l'été, des longs métrages que vous avez peut-être aimés, détestés ou tout simplement ratés. Et pour débuter, parlons d'un film qui était terriblement attendu, Nope de Jordan Peele, présenté par Axel. Alors, Nope de Jordan Peele, c'est un film que personnellement j'attendais beaucoup, avec mes réserves, parce que j'ai un rapport... amour-haine aussi avec Jordan Peele dans le sens où plus amour ou plus haine. Plus amour quand même. Ah bon, ça va. Parce que pour moi Get Out et Us c'est des films qui étaient extrêmement intelligents et novateurs dans ce qu'ils pouvaient apporter dans le cinéma d'horreur, surtout visuellement. Par contre j'avais vraiment des réserves sur l'écriture, surtout Get Out. Pour moi c'était souvent assez grossier, ça manquait vraiment de finesse. Et j'avais un vrai problème avec ça. Us, pour moi, il s'améliorait, mais il y avait toujours des espèces de touches où il se loupait un peu. Et donc, j'arrivais devant Nope avec beaucoup d'espoir et j'ai absolument pas été déçu. Pour moi, c'est
enfin le film de Jordan Peele où il arrive à mettre tout ce qu'il mettait dans ses autres films et plus encore, sans se casser avec des soucis d'écriture et des grossièretés qui gâchaient un peu, qui gâchaient un peu le tout. Nope, c'est un film qui a énormément de thématiques. C'est un film qui brasse vraiment une palette de ce que Jordan Peele veut dire sur le cinéma, sur la famille, sur plein de thèmes hyper différents et variés. Et il arrive à chaque fois à aller super loin dans ce qu'il veut dire. Et c'est ça que je trouve très fort, c'est que c'est jamais survolé. Par exemple, on a un fort ancrage de la famille dans le film. Pour moi, c'est vraiment la thématique principale presque, en dehors du regard ou de l'exploitation. C'est vraiment un film sur la famille. La scène finale le montre assez bien. Pour moi, c'est un film d'un frère qui apprend à voir sa sœur, à apprendre comment elle est vraiment, et c'est super beau comment c'est amené tout au long du film. C'est très fin, c'est toujours par petites touches, par petites phrases. Il fait monter son exposé, on va dire, autour de ça, vraiment par toutes petites touches, et c'est toujours très finement écrit, très finement joué par les acteurs. Pour le coup, j'avais jamais rien à dire sur Kaluuya, il a toujours été très fort et c'est toujours le cas. Keke Palmer, je l'ai complètement redécouverte, elle est transcendante dans son rôle, vraiment. Elle arrive à apporter une palette d'émotions assez ahurissante. C'est un film aussi qui parle beaucoup de cinéma, beaucoup plus que les premiers films de Peele, et c'est un truc que j'ai adoré. Forcément, quand on est cinéphile, c'est toujours un plaisir de voir un film qui parle de cinéma, et là en plus ça brasse extrêmement large, c'est-à-dire qu'on commence sur Muybridge, et ensuite il va citer Ford, il va citer Spielberg, il va citer Le Roi Scorpion par exemple. C'est une palette très large de cinéma, et c'est intéressant comment il arrive à mêler ça dans ses autres thématiques, c'est-à-dire que voilà, la thématique autour du cinéma, elle est complètement mêlée à celle de la famille, et c'est hyper malin, c'est vraiment très rafraîchissant cette manière d'exposer ses thèses, on va dire. Il s'éloigne par exemple, il y a des gens qui ont dit que le film était un peu moins politique, je suis pas d'accord, c'est juste qu'il le fait différemment, c'est-à-dire que on est moins vraiment à fond sur par exemple la thématique raciale, et on est beaucoup plus sur une thématique plus large sur l'exploitation. Donc on commence avec l'exploitation des animaux, et ensuite on va être beaucoup plus large sur ce que va amener la créature dans cette thématique-là, sur les espaces. C'est pour ça que c'est intéressant de citer Ford. Par exemple, ce qu'il fait avec La prisonnière du désert, c'est un film qui parle d'exploitation, de sauvage, etc. Et c'est un truc qu'on retrouve avec la créature, et c'est hyper malin dans un film d'Alien de parler de ce genre de choses. Là je parle des thématiques, mais c'est un film qui est sublime visuellement. Je l'ai vu en IMAX 2 fois, et c'est vraiment vraiment incroyable les images qu'il arrive à... C'est des images qu'on n'a jamais vues ailleurs en fait, et c'est rare. Donc Holt Van Autumn qui fait la photo. La photo est exceptionnelle, et ce qu'il arrive à c'est vraiment époustouflant en fait, les images qu'il arrive il décalque la rétine complètement sur ces 40 dernières minutes. En fait il se fait un plaisir monstre. Il y a des plans hallucinants, où il y a un plan génial qui reprend La prisonnière du désert justement, où ça arrive au début du deuxième climax, où c'est un travelling avant, où on passe par une fenêtre, et à ce moment-là le ratio de l'image change et on passe en IMAX, et ça cite évidemment La prisonnière du désert et son plan iconique de découverte de la nature au début du film, et c'est toujours hyper malin cette manière de réutiliser les films qu'il aime pour dire autre chose avec, tout en gardant la moelle de ce qui faisait les films qu'il cite. Il est toujours aussi très jusqu'au-boutiste dans ses personnages. Le personnage du chef-op par exemple, il y a des gens je sais qui n'ont pas aimé son traitement, mais moi je trouve que justement c'est quelque chose d'hyper beau de définir un personnage. Bon, je vais pas spoiler du coup, mais comment le personnage finit, je trouve ça hyper beau de définir un personnage par cette volonté presque inouïe de cinéma, où il est prêt à tout pour avoir ce plan, le Oprah shot. Et c'est assez malin. Il y a aussi la thématique du traumatisme avec le personnage de Steven Yeun, qui est extrêmement intéressante, hyper bien amenée dans le film, parce qu'on pourrait se dire que ça arrive un peu à un moment où c'est pas intéressant, sauf que le film commence avec la première scène de Gordy, et il enchaîne tout de suite avec la mort du père. Donc c'est aussi un film qui va parler de deuil, toujours lié à la famille, et il gère le traumatisme de Steven Yeun d'une manière vraiment hyper intéressante.
Non, globalement, c'est un film qui est, pour moi, réussi à vraiment tous les niveaux. Il y a plein de petits détails qui sont assez géniaux. La créature, notamment, il y a une espèce de twist sur la créature qui est génial. En fait, c'est une idée que j'aurais jamais eue. Je pense que pas grand monde y aurait pensé, et je trouve ça hyper cool de complètement redéfinir les codes du film d'Alien avec cette utilisation-là. Donc, global. Et il y a aussi d'autres trucs, par exemple sur l'humour. Le film est vraiment hyper drôle en fait. C'est toujours globalement Jordan Peele c'est un humoriste à la base, donc il a toujours fait ça dans ses films, mais là c'est vraiment c'est jamais trop, ça désamorce jamais des moments dramatiques, c'est toujours au bon moment. Et non, c'est vraiment un film hyper complet dans ce qu'il veut raconter, toujours juste, hyper bien joué, hyper bien réalisé. Donc globalement, pour moi, c'est une réussite à vraiment tous les niveaux. Bah alors, est-ce que ça a été une franche réussite autant qu'Axel autour de la table? Merci Axel d'ailleurs. Pour ceux qui l'ont vu. De mon côté, j'avais beaucoup aimé. Ouais. T'avais bien aimé toi, ouais. Rapidement, Marie. Moi, je suis entièrement d'accord avec Axel sur tout ce qu'il a dit. Très bien. Et Florent? Moi je suis beaucoup moins enthousiaste parce que moi aussi je te rejoins. Le film m'a laissé de côté parce que justement j'avais l'impression qu'il y avait trop de choses, donc vraiment j'étais un peu perdu. Il y a des choses que j'ai trouvé impressionnantes, vraiment, où j'étais vraiment emporté, mais le sentiment final qui me restait à la fin du film, c'est bon, je pense qu'il faut que je le revoie, mais je suis beaucoup moins emporté que c'est vraiment un film qui gagne à être vu, honnêtement, justement par l'ampleur des thématiques et la complexité avec laquelle il les amène. Je pense que c'est vraiment un film qui gagne complètement à être vu pour le coup. Donc retourne le voir en IMAX et paye bien cher. Merci Axel. On poursuit cette partie chronique sur nos films de l'été avec Marie et son coup de cœur de l'été. Oui, merci Simon. Alors moi je vais pour ma part marquer une pause dans cette mascarade, cette débandade de divertissement. Là j'anticipe votre prochaine chronique, c'est pour ça que je dis ça. Et c'est pour ça que je te demandais l'ordre pendant lequel je passais. Voilà. Parce que la vie, c'est dur aussi parfois. Ok ? Donc voilà, comme ça je donne le ton, vous ne serez pas étonnés de ma chronique. Moi j'ai décidé de vous parler donc de Plan 75, qui est un film de Chihayakawa. C'est comme ça qu'on dit. Moi j'ai estimé que c'était comme ça. Je pense que t'as raison. Mais bon, après, tu sais, je suis pas non plus experte, mais bon, voilà. Nous sorti il y a à peine une semaine, ça c'est pour que vous puissiez aller le voir, que vous soyez incité à aller le voir. Voilà, il est encore en salle. Plan 75, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire d'anticipation sociale basée donc sur un Japon dystopique, dans lequel une nouvelle loi a vu le jour. Suite à la multiplication des agressions contre les seniors, toute personne à partir de 75 ans a à présent le droit de demander l'euthanasie. Le but de la manœuvre, lutter contre le vieillissement de la population, qui est une vraie problématique pour les Japonais, et donner une chance, je cite, aux générations futures de survivre. Ce qui est marrant quand vous entendez un pitch comme celui-ci, c'est que vous savez tout de suite à quel film vous attendre. Tel un Hunger Games du 3e âge, vous imaginez une lutte des classes et des générations terribles sur fond de révolte face à une société liberticide gangrénée par la corruption et la malveillance. Sachez dès à présent qu'il n'en est rien. La force du film, c'est celle-là. Vous ne vous attendez absolument pas à ce que vous allez voir, et encore moins à l'effet qu'il aura sur vous. Oubliez les 1984, les Aldous Huxley et autres facéties d'un Orwell ou d'un Bradbury. Ici, la dystopie, c'est nous et c'est maintenant. Dans ce film, point de violence apparente, point de révolte, point d'action tonitruante. Figurez-vous que le plan 75, ça marche plutôt bien en réalité. Les seniors y adhèrent et meurent dans le silence et l'acceptation comme si de rien n'était. Comme ils pourraient souscrire à une assurance ou à un plan épargnant. La réalisatrice en explique d'ailleurs son titre. J'ai choisi ce titre, Plan 75. 75, c'est l'âge au Japon à partir duquel on est considéré comme une personne très âgée. C'est une catégorie qui a vraiment été instituée par le gouvernement japonais pour dire, en gros, qu'au-delà de 75 ans, notre vie est terminée, plus ou moins. Ça m'a toujours semblé malaisant. Et pour le plan, pour moi, ça renvoie vraiment au Japon, quand on parle par exemple d'assurance ou de formule, le mot utilisé c'est plan en général. Donc je me suis dit que c'était un nom à la fois facile, que les gens ne se sentiraient pas agressés par le nom. Donc c'est pour ça que si le gouvernement aujourd'hui au Japon mettait en place une telle mesure, il trouverait probablement un nom comme ça assez aguicheur. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce film du coup ? Déjà un personnage principal incroyable, une jeune senior de tout juste 75 ans, dont la vie lui semble de plus en plus lourde à porter, elle est seule, voit le temps passer lentement malgré son travail et ses quelques amis. Un personnage aussi doux que son actrice est brillante, mais ça personne n'en parle mieux que sa réalisatrice.
Chieko Baisho est une actrice extrêmement populaire au Japon. Je pense que tous les Japonais, absolument 100% des Japonais la connaissent. Et donc c'est mon premier long métrage. J'étais très intimidée à l'idée de travailler avec elle. Et je crois qu'elle l'a senti. Et elle a tout fait pour me mettre à l'aise. Elle a été extrêmement bienveillante, extrêmement sympathique tout de suite. Donc il y a eu vraiment tout de suite une très grande connivence entre nous. Et ça, c'est vraiment grâce à elle, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment à la fois une très bonne actrice et une femme exceptionnelle. Le film est une contemplation sévère et critique d'une société décadente. Au-delà de relancer le débat sur l'euthanasie et sans prendre forcément position sur le sujet, et en plus on est en plein dedans avec le décès de Jean-Luc Godard, Chie Hayakawa dénonce surtout une société corrompue qui, donnant l'illusion de donner le droit, de donner l'impression qu'ils peuvent choisir, pousse surtout les seniors vers la mort. Une société qui les isole, les marginalise, les appauvrit, les désespère. Elle est là, oui, toute la subtilité de Plan 75, montrer que le choix est un non-choix et sert uniquement à enrichir et faire prospérer des gouvernements malfaisants. Et tout cela, elle le fait à travers les yeux d'une petite dame toute mignonne qui aime chanter, rire avec ses amis et jouer au bowling, et qui décidera peut-être de mourir. On a rarement vu un film plus poétique et sans tabou sur la mort, sur la vieillesse et sur la solitude, ce qui a dû toucher le jury de Cannes puisqu'il lui a attribué une mention spéciale à la Caméra d'Or. Elle est là la force dystopique du film, montrer un présent futuriste et un futur déjà accompli dans le présent. Vous pleurez certainement beaucoup en le voyant, je suis désolée, mais vous serez empreint d'une fougue nouvelle, tellement que vous aurez forcément envie d'appeler vos grands-parents s'il vous en reste après la séance. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à espérer une chose, avoir ma fameuse photo dans les locaux d'Eurozoom. Oui, parce que c'est un film distribué par Eurozoom, et je crois qu'il y a quelqu'un dans l'émission qui travaille là-bas, un petit peu lié à Eurozoom. Ouais, il paraît, ouais. C'est peut-être ton copain, mais je suis pas sûr. Merci beaucoup, Marie. Est-ce que quelqu'un est allé voir ce film distribué par Eurozoom ? Je l'avais vu à Cannes. Ouais. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Ouais, c'était compliqué parce que c'était une séance à 8h du matin. C'était violent. C'est pour te mettre dedans là. Voilà. mais ouais, justement, tu parlais tout à l'heure, Marie, il n'y a pas de violence graphique, mais en fait, le film est là où c'est dur, c'est qu'il est hyper violent dans ce qu'il raconte, en fait. Et il fait vraiment mal profondément. Quand tu ressors de la séance, c'était pas bien. C'était pas bien, oui. Mais ouais, c'est vraiment un très bon film. Je conseille tout autant que Marie. Bon, il est toujours en salle. Les autres non plus. Non, je pas vu. Ça donne envie d'aller le voir. Ouais, ça donne envie. Une fois n'est pas coutume, c'est à mon tour d'enchaîner dans l'émission avec ma chronique. J'ai laissé la tienne, Florent, en dernier, et puis je me suis dit je vais mettre Margot entre. Et dans un paysage cinématographique qui me semblait morose pour un été des plus caniculaires, j'ai retrouvé la joie de me laisser surprendre par certains films au cours de ces 2 derniers mois. Alors ça a commencé dès la fin juin avec le nouveau Park Chan-wook, Decision to Live, qui prouve encore le sens de la narration de son auteur. Ça s'est poursuivi avec l'immense Asbestas, et ça finit aussi avec le très récent Rebelle, meilleur film de l'année pour moi pour le moment, tu vois. Wow, mais ce bel été est aussi passé par une autre œuvre dont la fraîcheur dans le cinéma hollywoodien a fait un bien fou, Bullet Train. J'observais la réalisation du nouveau film de David Leitch avec un intérêt mais aussi un peu de méfiance. Je suis pas un grand fan des John Wick. J'avais trouvé sympathique Hobbs & Shaw, mais bon, bien qu'un peu longué. Et j'avais bien aimé son Deadpool 2, même s'il s'éloignait pas forcément du premier épisode. Alors Bullet Train est arrivé début août, auréolé d'une large campagne marketing avec un Brad Pitt à tout bout de champ. Pression supplémentaire sur les épaules du duo Leitch-Pitt. Monter un peu le niveau en termes de divertissement hollywoodien. Parce que franchement, depuis Top Gun Maverick, sorti fin mai, les blockbusters estivaux faisaient peine figure entre le très moyen Jurassic World, Le Monde Après, le très mauvais Thor Love and Thunder et le décevant Buzz l'éclair, et sans compter les films d'animation qui me touchent pas forcément comme les Mignons 2 d'un studio que je déteste et autres crypto et les super animaux. Je fais exprès d'omettre quand même des films comme Nope dont tu as parlé, Axel, qui possède une ambition artistique différente à Bullet Train, et Everything Everywhere All at Once qui, sans son succès surprise, serait même pas sorti en salle en France. Voilà donc qu'arrive Bullet Train, dernier espoir dans les productions à gros budget. La première chose qui frappe, c'est donc la fraîcheur du film. Même si Bullet Train est l'adaptation d'un roman de Kotaro Isaka, le film n'est ni la suite d'un précédent projet, ni une nouvelle adaptation d'un film d'un super-héros. Et vous savez quoi ? Ça fait du bien. Cette fraîcheur se retrouve aussi dans la galerie de personnages représentés à l'écran. Un Brad Pitt gaffeur et tueur à gages pacifiste, une Joey King qui joue à merveille l'adolescente faussement apeurée, un Brian Tyree
Thierry Henry est toujours sympathique, un charismatique Aaron Taylor-Johnson, sans compter des apparitions plus ou moins surprenantes qui vous feront au moins sourire. Et je n'ai même pas parlé de l'excellent Hiroki Sanada, un acteur que j'adore et qui est toujours aussi charismatique depuis Sankukai. Alors oui, est-ce que j'ai des références de vieux? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, oui j'en ai. Oui. Est-ce que Charden était meilleur sans Stone? Oui aussi. Revenons à Bullet Train. Outre les premiers points que j'ai évoqués, c'est la mise en image des séquences d'action qui font aussi de Bullet Train un très bon film. On sent que David Leitch, il a été influencé par des films comme The Raid pour son découpage. Cette première couche, le cinéaste ajoute aussi celle de l'humour. Elle passe pas mal par les dialogues qui ont un côté tarantinesque, ce qui est pas mal reproché au film, notamment avec des citations à la série anglaise Thomas le Train, un autre bon point pour moi parce que je regardais quand j'étais petit. Mais l'humour passe aussi par la chorégraphie des combats. Ici c'est l'influence d'un Jackie Chan qui se fait sentir, chose largement évoquée d'ailleurs par Brad Pitt et David Leitch dans les médias. Cerise sur le gâteau et non des moindres, ce retour à un cinéma d'action mieux découpé, plus décomplexé, est allié à une narration quasi chorale. Pendant le film, je me demandais même si à un certain moment, Brad Pitt c'était vraiment le personnage principal, et c'est tout alambiqué aussi. Donc on varie donc le huis clos inhérent au train avec des séquences flashback qui permettent petit à petit de comprendre tout le schmilblick et les intentions des différents personnages. Certains diront encore que c'est du Tarantino, d'autres parleront de cette narration en disant que c'est pour masquer un faible récit. Moi perso, je préfère voir ça qu'un Thor Love and Thunder avec scénario et personnages éculés jusqu'à la moelle. Sur ce, j'arrête de trop en dire, on risque de vous gâcher le film si vous ne l'avez pas vu, et je vous encourage donc à voir Bullet Train, le film popcorn de l'été. À défaut de vacances exotiques, vous pourrez toujours faire croire que vous avez pris le train Tokyo-Kyoto et que vous avez cassé des gueules avec Brad Pitt. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, j'entendrai siffler ce train toute ma vie. Je reconfirme avec Richard Anthony, j'ai bien des rêves de vieux. Autour de la table, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu Bullet Train? Est-ce que vous avez été moins enthousiaste que moi? Pas vu. Oui, j'ai vu. Ouais, toi, et vu, je suis aussi enthousiaste que toi. Je trouve que c'est un très très bon divertissement. C'était hyper agréable comme séance. C'est vraiment un film, tu te mets devant et tu te laisses porter. Et c'était, ça faisait plaisir de voir ça au cinéma. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça devant un film de divertissement. Moi, je suis hyper content que t'en parles. Parce que pour moi, c'est peut-être le plus gros foutage de gueule de ces 15 dernières années au cinéma. Voilà. C'est un film absolument abominable. Mais je pense honnêtement, c'est vraiment un assassinat d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a tout un propos dans le film. Ils essayent de te mettre tout un propos dans le film sur la chance et le hasard, etc. Ouais. pour pallier à la catastrophe de l'écriture. Tout est hyper téléphoné. Mais c'est pour ça. Mais oui, mais ça fait plaisir de voir ça. Je suis d'accord. C'est un foutage de gueule, mais dingue quoi. Je trouve en fait le film il est tellement décomplexé que tu as envie de te dire vas-y ça passe, on s'en fout. Non, moi d'ailleurs la dernière partie je la trouve moins intéressante aussi. Ça finit un peu en autre boudin. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il me prend pour un con quoi. Qu'il vient me voir et qu'il me dit tu vois ça là c'est le propos de mon film. C'est pas du tout parce qu'on sait pas écrire un film. Mais tu penses qu'il a vraiment un propos ce film? Il essaye de faire croire justement. Il arrive avec ces trucs de mais le hasard tu sais ça fait quand même bien les choses. Oui super pour arriver avec des personnages qui se retrouvent au super bon endroit au super bon moment comme par hasard. Enfin, c'est ça tout le film, ça arrive 15 fois, c'est un enfer. Oui mais regarde, c'est un enfer. Il a été comparé du coup à Tarantino, je le disais, mais regarde, si tu repenses à Pulp Fiction, il y a beaucoup de trucs comme ça aussi, où ça se tombe clairement. Pile comme de par hasard, tu vois, Bruce Willis qui se retrouve au chiottes, des trucs. Tarantino, c'est le roi pour faire ça. Ouais, mais il y a quand même des personnages dans. Oui, non, mais il y a Brad Pitt là, ok. C'est pas au niveau. Il y a Brad Pitt, c'est bien le problème, il y a pas un personnage. C'est pas au niveau de Tarantino pour même ce qui va rester dans l'histoire du cinéma, tout ça, je suis d'accord avec toi, mais. Je trouve que c'est pas handicapant tout ça. Moi ça m'a vraiment à chaque fois ça me sortait du film en fait. Ouais. J'avais l'impression de voir le réalisateur me regarder, me prendre pour un con vraiment en me disant regarde comment on est bien débile et comment on l'assume complètement quoi. Et je trouve que c'est pas agréable.
Eh ben, je suis débile. Bon, avant de poursuivre avec Margot et Florent, on va rester encore un peu dans l'atmosphère du Bullet Train. Désolé. Est-ce que vous me voyez venir ou pas? Oui. Pause musique. Ouais, c'est parti pour Avuchan et sa reprise de Stayin' Alive. It's okay,
c'était Avuchan avec Staying Alive. Et je réponds à Damdam, oui. C'est bien le gars dans Sankukai Hayato Sakanada. Tout le monde aime Margot, bah enfin je crois. Mais est-ce que tout le monde aime Jeanne? Bah Madame Costa va nous le dire. On s'est quitté tout un été. Plus de 2 mois séparés de notre joli studio. Plus de 2 mois à découvrir des films en salle. Et j'aurais pu vous parler de mes coups de cœur comme After Young, Asbestas comme t'en as parlé tout à l'heure, ou encore En roue libre. Pourtant, un film est survenu comme une évidence. Et il est sorti il y a 1 semaine à peine. Comme Marie, du coup, je vous invite à aller le voir. Du coup, son premier avantage, c'est qu'il est encore en salle. Alors, dès la fin de cette émission, vous pouvez foncer le découvrir près de chez vous. Rien de mieux que le sound system des cinémas pour découvrir la merveilleuse bande originale du film, composée par Flavien Berger. Mais pourquoi Tout le monde aime Jeanne est un film à voir? On entre dans l'automne, le ciel est gris et vous êtes déjà fatigué de la rentrée. À part certains qui sont encore en vacances, comme moi. Il faut savoir que Tout le monde aime Jeanne, c'est le film solaire de l'année. Il est loin de se moquer de ses personnages, la réalisatrice traite avec douceur et humour de la dépression. Et oui, c'est pas dans tous les films qu'on voit ça, encore moins quand c'est fait de façon si pop et moderne. Ne plus se sentir seul ou incompris, c'est le challenge qu'a relevé Céline Devaux en donnant vie aux petites voix dans nos têtes par un fantôme grincheux en animation. En tant que femme, j'ai reconnu toutes mes inquiétudes face au regard des autres et au mien. En tant que cinéphile, j'ai admiré les talents de dialoguiste et d'illustratrice de Céline Devaux. Arriver à ne pas trop en dévoiler sur ces personnages, tout en nous plongeant dans leur plus grande intimité, c'est fort et c'est réussi. À la fin de la séance, je me suis retrouvée à la fois soulagée d'avoir vécu une expérience si apaisante et instructive, mais aussi très frustrée que ça s'arrête déjà. Comme une envie de rester aux côtés de ces personnages si maladroits et en pleine crise existentielle. Les personnages sont portés avec brio par la retenue et la complicité de Blanche Gardin et Laurent Lafitte. Et je tiens à préciser que, de base, moi, c'est des acteurs dont je m'étais un peu méfiée quand j'avais vu ce casting au film. Et au final, je suis totalement tombée sous leur charme. C'est une complicité qui se crée autant entre eux, qui sont 2 inconnus, qu'avec nous, qui les observons avec tendresse. Alors voilà, si vous voulez une comédie qui traite à la fois de dépression, d'écologie, de fragilité, de voyage ou encore de romance, je vous invite à foncer en salle tant que le film est distribué, parce qu'au final, tout le monde tombe sous le charme de Jeanne. Arrête Florent. Merci Margot. Quelqu'un a vu Tout le monde aime Jeanne autour de la table? Oui. Moi? Ah, toi aussi? Bah, vas-y. Non, mais alors moi, j'ai trouvé la première partie vraiment super bien. Elle te lançait sur des bonnes bases. Après, je trouve que ça... J'ai cru que tu parlais de la chronique de Margot. Ouais, non, ta chronique. Il a débrief en live. Non, et après, je trouve que ça retombait un peu... on tournait un petit peu plus en rond, mais c'est vrai que c'est très surprenant si ce mélange du coup avec l'animation. Et puis, je trouve que Laurent Lafitte est dingue dans ce film, vraiment dingue. Tu parles de la faiblesse de la deuxième partie, mais en fait, je pense que c'est aussi souhaité. En fait, dans la première partie, elle est en ville, elle vient de totalement détruire son projet professionnel. Et elle a 1000 voix dans sa tête, et en fait petit à petit, avec ce personnage interprété par Laurent Lafitte, il y a de l'apaisement en fait qui se met en place, ses voix se calment et elle-même se calme et se découvre, et je pense que c'est pour ça que peut-être la seconde partie est plus tendre que la première qui est très dynamique et qui en envoie plein. Je comprends, je comprends, et je pense que c'est vraiment ça qui moi m'a gêné, mais je comprends, j'ai pas changé son film. Axel. Bah pareil, je l'avais vu à Cannes et comme Margot, c'est bon, t'es pas obligé de te la raconter à chaque fois. Ouais, bah, désolé, je l'ai peut-être avec le casting, vu en présence de Laurent Lafitte et Blanche Gardin qui font des blagues sur le viol en commençant la séance, ouais, peut-être. C'était une sacrée ambiance. Ah, c'est des malades, ils étaient flippants des fois, mais il y avait une vraie complicité entre eux. Mais ils ont continué d'ailleurs avec la promo du film, je sais pas si vous avez vu. Elle commençait à dire que Lafitte était un acteur abominable, que c'était très dur de tourner avec lui, donc c'était un peu drôle. Et ouais, non, c'est un film hyper frais. Devaux, elle arrive à créer vraiment un univers hyper personnel, hyper à elle et vraiment unique dans son film. Et le film il dure 1h30, il est hyper court et ça passe trop bien en fait. C'est vraiment frais, on se redécouvre un peu devant le film, honnêtement. On est là, on est posé avec les personnages et on regarde un peu nos problèmes en face avec eux, et je trouve ça hyper beau d'arriver à le faire d'une manière aussi légère et belle. Donc ouais, non, c'est vraiment un super film. Et puis ça représente bien Lisbonne aussi. Je suis jamais allé, mais je trouve que c'est
elle filme absolument bien Lisbonne. Voilà. Et c'est rare en plus pour un film français, je sais pas, de partir au Portugal, de prendre des risques comme ça. Très bien, eh bien on va enchaîner avec la dernière chronique, celle de Florent, et on reste sur un film qui est sorti aussi très récemment, la semaine dernière, pareil. Et oui. Foncez le voir. Voilà, allez le voir. Mais pour cette déjà 5e saison de The Cinema Show, on voit pas le temps passer, il n'y a plus de saison, ma pauvre dame. Il était temps pour moi de vous parler de quelque chose de hautement personnel. Tandis que j'étais un adolescent sans beaucoup d'énergie, avec la peau grasse et que je me construisais petit à petit, une voix s'est fait entendre sur mon chemin. Surtout, ne lance pas cette canette. Mais pourquoi ? Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer. Bien des années plus tard, je me suis retrouvé dans une salle de cinéma pour entendre cette même voix résonner. Je viens donc vous parler ce soir du Visiteur du futur, long métrage de François Descraques, sorti il y a tout juste une semaine. Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. C'est quoi ça? On est où? Dans le futur. Tiré de la web-série du même nom, nous retrouvons donc ici le visiteur qui va tenter, en retournant dans le passé, d'empêcher la construction d'une centrale nucléaire qui aura dans le futur des conséquences dévastatrices. On retrouve au casting Arnaud Ducré, Enya Barou, Florent Dorin dans le rôle titre, Raphaël Descraques et beaucoup d'autres encore. Et maintenant que les présentations ont été faites, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui fait que l'on aime un film? Eh bien, la réponse est simple. Il n'y a pas de bonne réponse. L'ensemble des facteurs est tellement étendu, imprévisible et le plus souvent rempli de subjectivité qu'il est impossible de le lister. Vous pouvez entrer dans une salle de cinéma avec une certaine attente, plus ou moins grande, mais vous ne pouvez pas savoir la manière dont vous en ressortirez. Alors que s'est-il passé pour moi devant le Visiteur du futur jeudi dernier à la séance de 19h40 ? Si j'en parle ce soir, ça peut déjà vous donner une idée de la réponse. Voir une série qui compte pour moi transposée au cinéma avec Arnaud Ducré au casting me créait un mélange d'excitation et de peur. Mais ce dernier sentiment a vite disparu pour laisser place à un vrai bonheur de spectateur, embarqué dans un long métrage qui mêle science-fiction, monde post-apocalyptique et comédie. Et en plus, Arnaud Ducré est pas mal dedans. Mais quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? La France fait de la science-fiction, et oui, et c'est là aussi un argument en sa faveur. Le Visiteur du futur s'empare pleinement de ce genre, déborde de bonnes intentions et d'idées réussies. Les quelques défauts sont bien sûr là, mais vous savez quoi ? Je m'en fous. Je m'en fous parce que ces défauts, ils passent bien après une envie de création, de construction d'univers, d'attachement à des personnages. Et je suis réellement heureux de voir un film qui ne cherche pas à se moquer de moi ou à capitaliser sur une licence comme c'est beaucoup trop le cas en ce moment à mon goût. Thor, Love and Thunder. Mais quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? La France fait une comédie sans Christian Clavier ? Et oui, parce que le long métrage est rempli d'actrices et d'acteurs possédant un haut potentiel comique qui arrivent à toucher juste en une réplique. Mention spéciale à mes deux chouchous du film, Vincent Tirel dans le rôle de Victor et Slimane Baptiste Berroun dans celui du docteur Castafolt. Alors bien sûr, vous allez sûrement me dire que l'argumentaire de cette chronique n'est pas valable, parce que j'ai un passif avec le Visiteur du futur et que je l'ai bien trop répété ce soir. Je sais pas vraiment depuis quand l'appréciation d'un film doit être amoindrie à la lumière du parcours de celui qui l'exprime, parce que j'ai ri, j'ai été emporté, j'ai été ému, j'ai rêvé et j'ai pu croire à l'aboutissement de ce désir de création qui peut animer certains et qui, la plupart du temps, par peur, n'en font rien. J'ai vu le long métrage comme une invitation à l'optimisme, à l'espoir et à la nécessité d'agir. Alors merci François Descraques et je me joins à mon moi de 14 ans pour dire à nouveau merci au Visiteur du futur. Oh. On va l'envoyer à François direct, ça. C'est adorable. Merci beaucoup Florent. Alors Margot, qu'est-ce que tu as pensé du Visiteur du futur ? Moi je l'attendais dur comme fer depuis que le film il a été annoncé. C'était une attente très très longue, mais oui, moi j'ai grandi avec le Visiteur du futur également et avec les web-séries en général, et c'est une fierté mais immense de voir des gens arriver à travailler avec des studios et faire leurs films en salle. Projeter leurs films en salle, c'était une immense fierté. J'ai passé un bon moment et je suis heureuse que la série s'ouvre au grand public, parce que oui, le film est sympa pour les fans, mais en fait, nous, on a aussi adoré la série, et là, ça ouvre vraiment la série à tout le monde. Et je trouve que c'est un film déjà plein d'espoir dans les messages qu'il véhicule, mais aussi pour la suite. Je me dis que si vraiment le film marche bien et qu'ils arrivent à faire une suite, ça pourrait être encore plus impressionnant, et je pense qu'ils pourront traiter de choses encore plus
peut-être sombre même, tu vois. Enfin, j'attends vraiment quelque chose de la suite aussi. Et 130 000 entrées en première semaine, je crois. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. On va voir. Mais en tout cas, je serais très heureuse s'il y avait une suite parce que c'était assez prometteur, je trouve. Ok, moi je l'ai vu aussi. Moi, contrairement à vous, je connaissais le nom Le Visiteur du Futur. C'est vrai que tu te laisses embarquer dans l'aventure, tout ça, tu passes un bon petit moment. Après, ça n'a rien de révolutionnaire. Je pense que, effectivement, si j'étais dans votre position, peut-être que ça m'aurait beaucoup plus touché là-dessus. D'autres ont vu le film? Non, je ne crois pas. J'ai pas vu le film et je connais rien au Visiteur du Futur, mais je serais très heureux qu'il marche en salle, effectivement, parce que c'est une proposition unique dans le cinéma français et on a besoin de propositions. Donc montrer aux institutions que ce cinéma-là a une place en France, de genre, c'est important. Donc voilà, je serais le premier heureux qui marche. Ouais, après, pour revenir sur les chiffres, c'est pas vraiment la bonne période, on le sait, pour le cinéma en général. L'été et le début septembre, c'est jamais... Il y a eu tellement de sorties françaises la même semaine. Ça pour tous les films en général. Donc en réalité, c'est pas forcément... On verra, advienne que pourra. D'ailleurs, est-ce que Florent, tu viens pas de nous offrir une petite transition sympathique grâce à ta chronique sur Le Visiteur du Futur? Je crois bien. Oui, puisque donc Margot et moi-même avons pu rencontrer l'équipe du film avec Antoine qui nous a filmé aussi, enregistré. On vous laisse découvrir cet échange tout de suite dans notre partie interview. Permettez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Eh bien, bonsoir à vous trois. On est très très contents de vous recevoir avec The Cinema Show. Vous êtes aujourd'hui à nos côtés pour la sortie du film Le Visiteur du Futur. Nous, on a eu la chance de le découvrir en avant-première ce soir, mais il sort que le 7 septembre. Après cette séance, comment vous vous sentez déjà? Super bien. Franchement, la salle était incroyable, c'était rempli, les gens avaient des super questions, méga bonne ambiance, le cinéma est trop beau, on est très bien. J'ai l'impression que justement, aller à la rencontre de votre public, c'était quelque chose qui était important déjà il y a 10 ans à l'époque où vous alliez en convention. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de le retrouver des années après? Et pour vous, Enya, ça doit être assez atypique comme expérience de faire autant d'avant-premières en France. Atypique, c'est le mot. C'est assez excitant en fait. De rencontrer plein de gens, c'est-à-dire des salves de 350, 400 personnes comme ça, 3 fois par jour. J'ai jamais rencontré autant de gens dans ma vie en si peu de temps. Mais non, c'est super excitant parce que les gens aiment le film et enfin on peut le montrer au public. Ça fait presque un an et demi qu'on l'a tourné et qu'il est dans une boîte et que là on a ouvert la boîte. Oula, je me cogne dans mon micro. Et voilà, et de voir aussi autant de bonnes réactions, ça fait chaud au cœur, donc on est content. Et pour vous, retrouver votre public 10 ans après? Moi, ce qui est fou, c'est de voir des gens qui ont de la barbe, qui sont entrepreneurs et qui me disent « J'ai découvert ta série quand j'avais 5 ans. » Là, on devient vieux, là. D'ailleurs, François, est-ce que ça a été compliqué pour vous de passer donc d'un format sériel à un format long métrage? Est-ce qu'il y a une approche qui doit être différente, j'imagine? Oui et non. Chaque saison du Visiteur du Futur faisait la durée d'un long métrage, donc même si c'était écrit un peu différemment, on retombait sur nos pattes. C'était comme si on se préparait inconsciemment à faire un film. Ce qui était compliqué, c'était de trouver l'argent, de trouver les personnes qui disent « Ouais, on va financer une comédie de science-fiction avec des gens issus d'Internet », ça a été difficile. Ouais, d'ailleurs c'est surprenant puisque KMBO distribue le film, d'habitude c'est pas leur genre de long métrage. En fait, ce qui a été surprenant et super cool, c'est que ce soit Pyramide, le producteur, ou KMBO, le distributeur, certes, c'est pas leur genre d'habitude, mais c'est des gens qui font des films d'auteur et donc ils s'adaptent à l'auteur. C'est qu'ils n'ont pas un genre en particulier. Il ne faut pas que de la comédie ou que du drame. Ils s'adaptent à l'auteur. Et là, il se trouve que l'auteur, moi en question, avait cette œuvre-là. Donc c'est ça qui les rend, on va dire, aussi respectueux envers l'œuvre. Et non seulement ils se sont adaptés, mais ils ont été hyper intelligents sur comment faire le film, comment après le sortir, le montrer. C'est que ils sont pas, voilà, on était tous en concertation et tout ce qui est la bande-annonce, les affiches, ça a été fait grâce à KMBO et je suis impressionné par leur travail et leur intelligence. Ils se sont posés les bonnes questions parce que en fait, ça qui est bien, c'est qu'ils n'avaient pas des réflexes. Ils ne se sont pas dit oh c'est un film de SF et machin, on va faire ça comme ça. Ils se sont dit non, comment on fait? On a exploré chaque piste avec eux. Est-ce que les producteurs ils vous ont aidé justement sur le fait de doser en termes de références, de personnes qui sont venues dans le film, etc. Est-ce qu'ils ont eu leur mot à dire là-dessus? Ils vous ont guidé
Ils ont eu leur mot à dire, c'est sûr, mais c'était pas une censure. C'était plutôt une discussion qu'on faisait à plusieurs sur ok, qu'est-ce qui est un peu trop private, qu'est-ce qui est compréhensible pour le public en général et tout. Donc, et ça, c'était un truc que moi-même je voulais maîtriser. C'était pas eux qui me disaient non, il faut pas parler aux fans. Eux, ils savaient qu'il fallait que les fans soient contents. C'était des fois limite moi qui disais non, mais j'ai envie qu'il y ait d'autres gens qui voient le film, j'ai envie que ce soit aussi un public jeune. Donc c'est pas, je voulais qu'il y ait des enfants dans le film. Donc c'est vraiment une collaboration vraiment. Et les acteurs, vous aviez votre mot à dire sur les personnages. Est-ce que vous avez contribué à leur écriture François, depuis le début de la série, sa manière de travailler, c'est vraiment d'écrire un scénario très béton, très construit dans l'histoire, et à chaque fois de nous le proposer en amont, non pas sur le tournage, mais en préparation, en lecture, et d'être très ouvert à nos propositions. On a toujours fait ça sur la série, il a toujours été très à l'écoute, et il repartait avec la petite tambouille, et il ressortait un truc juste pour rendre nos phrases plus naturelles, etc. Et c'était la même chose sur le film en fait. Il a été très ouvert à avoir plusieurs discussions avant qu'on commence le tournage. Et là, arrivé au tournage, on pouvait faire des micro-propositions, mais on était la montre tournée quoi. Est-ce qu'il y a une certaine pression là de passer sur un long métrage comme ça, surtout qu'il est assez attendu. Voilà, on le voit pendant les avant-premières. Il y a de nombreux retours sur la fin qui sont des fans de la première heure, tout ça. Est-ce que vous avez peur de les décevoir ? Oui et non, dans le sens où pour moi, j'ai pas trop la pression parce qu'à partir du moment où déjà le film existe, c'est un miracle. C'est-à-dire que c'est déjà un accomplissement. Bien sûr, j'ai envie que les gens aiment le film et aillent le voir en masse, mais ça, c'est une partie que je maîtrise moins. J'ai fait en sorte que le film soit quand même intéressant et cool à regarder, mais je suis très conscient de la chance que j'ai d'avoir pu faire ce film et c'est déjà une récompense en soi, quoi. Donc, là-dessus, après, c'est autre chose, c'est le public qui décide, voilà. Je suis aussi super fier que les cinémas nous mettent autant en avant. Ça, c'est peut-être aussi notre victoire. C'était que quand on a fait le film, on ne savait pas s'il allait sortir dans 5 salles. Et là, il va peut-être sortir dans 500 salles. Et on voit les affiches, on voit les têtes de mon frère, d'Enya, de Florent. Enfin, ça, c'est incroyable. Donc rien que ça, c'est une récompense, vraiment. Et d'un point de vue émotionnel, c'était pas trop dur de réaliser un rêve, de faire un film, et en même temps de retrouver une équipe qui était comme une famille pour vous sur le tournage il y a des années de cela. Même Raph, c'était pas trop dur de reprendre un rôle que vous aviez laissé de côté depuis tant d'années? Non, j'étais ravi de reprendre le rôle de Raph, qui en plus a évolué et qui est un peu genre un Raph 2.0 refound, reskinned. Et donc c'était vraiment un plaisir de remettre le costume et d'avoir un costume encore plus stylé. Enfin moi j'aimais bien, je me sentais bien dedans. Et pour ce qui est de... C'était quoi la première partie de ta question? C'était plus pour François, de gérer à la fois l'émotion de réaliser un rêve et de retrouver l'équipe. Vu que je suis partie de sa famille, j'avais aussi la même émotion de me dire... Et François et moi, on fait des films dans le jardin, on fait du cinéma dans notre jardin depuis qu'on est tout petit, donc on a amené le cinéma qu'on regardait sur nos VHS, etc. François l'a amené dans le jardin et du coup, moi, à la fois je vis un rêve de gosse et à la fois le fait que ce film soit avec mon frère, avec ses amis, etc., qui sont aussi des grands frères pour moi, j'ai l'impression que c'est tout ce qu'on a toujours fait en fait. Et on parlait un petit peu de l'écriture. En termes d'écriture, comment on dose la science-fiction et la comédie pour pas qu'on soit que d'un côté, quoi. Ça prend du temps. J'ai fait beaucoup de versions qui étaient très compliquées, très SF, mais genre hard SF, tu vois. Et je sentais que c'était pas si bien, c'était pas si intelligent que ça, c'était trop compliqué. J'avais pas trouvé le bon axe. Et en fait, à un moment, j'ai écrit la première scène du film. Je l'ai écrite et je me suis dit tiens, je vais faire une scène qui ressemble à la série. Comme ça, c'est fait. Comme ça, j'aurais pu à le faire. Et en fait, ça m'a un peu libéré de faire cette première scène d'ouverture, qui est comme une sorte de gros épisode à l'ancienne. Et quand j'ai fait cette scène, je me suis dit ok, c'est bon. La comédie, je sais faire. Les enjeux SF, machin rigolo, c'est bon. Maintenant, je peux passer à la vraie histoire, savoir celle du personnage d'Alice et tout. Donc, j'avais besoin d'écrire cette scène pour un peu me libérer, quoi. Et justement, Enya, comment vous êtes préparée au tournage? Il me semble que vous n'avez pas regardé la série avant le film, du coup. Le mot commence à tourner. Il y a un hashtag qui s'est... Non, j'ai pas... En fait, j'ai commencé à regarder la série. J'ai reçu le scénario que j'ai beaucoup aimé, évidemment. Et après, j'ai commencé à regarder la saison 1. Et je me suis dit, en fait, est-ce que ça va pas m'influencer dans le mauvais sens? C'est-à-dire, je vais découvrir des personnages, leur humour, leur univers, leur manière de jouer. Et est-ce que c'est pas mieux que comme Alice, je les découvre pour la première fois sur le tournage, en fait? Parce que Alice, elle débarque dans cet univers, elle connaît personne. Et elle est l'œil du spectateur, en fait. Elle est l'œil du spectateur qui ne connaît pas l'univers du visiteur.
Donc je trouvais ça important de ne pas l'avoir vu à ce moment-là. Voilà. Et c'était quoi ta question, pardon? C'était clairement ça. J'ai l'impression d'être partie sur 20 sur 20. Notre réponse. Il y a eu des références claires là pendant le débat. On a parlé de Hook, mais est-ce qu'il y avait d'autres références qui vous sont venues à l'esprit pour travailler ce film et vos idées? Les références sont souvent indirectes. Depuis le départ, le Visite sur le futur a toujours été inspiré par des codes de science-fiction du maître du futur qui vient alerter le maître du présent, Terminator, l'armée des 12 singes. Donc il y a souvent eu ça en arrière-plan. Peut-être une autre référence aussi, c'était à l'époque la cité des enfants perdus, parce qu'il y avait le personnage du scientifique qui avait créé les clones, et les clones pensent être l'original, tout ça. Donc il y a plein de codes de science-fiction que je réutilise. Après, pour moi, l'intérêt, ce que j'essaie de faire, c'est qu'on ne voit pas une référence trop... voilà, on ne parodie pas une scène en particulier d'un film, voilà quoi. C'est plus une variation d'un thème déjà plus ou moins exploité. Et l'idée, c'est que les gens trouvent le film, on va dire, avec une identité propre, quoi. Donc je ne saurais pas te dire quelle référence directe il y aurait eu pour ce film et tout. Bizarrement, j'avais plutôt l'impression d'adapter le Visiteur du futur. C'est comme si j'adaptais un roman de quelqu'un d'autre. C'était ça un peu de me dire, ok, dans le Visiteur du futur, d'habitude, le personnage, ah oui, il fait ce genre de truc, d'accord, ok, s'il faisait ça. Vu qu'il y a beaucoup de background dans la série, j'avais besoin de me détacher et de me dire, ok, je suis quelqu'un d'autre qui adapte un truc qui existe déjà. Et déjà à l'époque, on parlait de catastrophes, de pollution, etc. dans le Visiteur du futur, en plus du voyage temporel. Mais aujourd'hui, c'est encore plus du coup en accord avec l'actualité. Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà présent à la naissance du projet du film ? C'est vrai que, en fait, au début, quand j'ai commencé à écrire le film, je cherchais des idées. Et au début, les idées étaient très SF. Et en fait, plus je galérais, plus je me suis dit, mais en fait, je vais peut-être juste allumer la télé ou lire le journal. Et là, je me suis dit, putain, mais il y a des trucs dans le présent, en fait. Ils sont hyper intéressants et malheureusement flippants. Et en fait, ouais, l'actualité a été une source d'inspiration, malheureusement, qui a permis au film, après, d'être quand même un divertissement. Et après, j'extrapole, il y a des zombies, machin, tout n'est pas sérieux. Mais ouais, l'actualité m'a pas mal influencé, ouais. Comment on embarque Arnaud Ducré dans un film de science-fiction français? On demande à Kyle McFly de le motiver. C'est littéralement ce qui s'est passé. J'aurais même pas demandé, en fait. C'est eux qui ont proposé. C'est que ils étaient là sur un tournage où ils travaillaient ensemble. Et c'était pile poil le jour où j'avais annoncé sur Twitter que je faisais un film Visiteur du futur. Et Arnaud lui avait envoyé le scénar, mais il l'avait pas lu. Et ils ont dit ah mec, faut trop que tu fasses le film, machin. Et donc ils l'ont grave chauffé. Et pour les remercier, j'ai donné un rôle à Kyle McFly. Vous mentionnez McFly et Carlito, et c'est vrai qu'il y a pas mal de guests dans le film. C'était important pour vous de repartager ça avec des personnes avec qui vous avez évolué sur le média? C'est ça, comme tu dis, pour nous, c'est pas tant des guests, c'est des gens qui nous ont aidés quand on a débuté, qui nous ont soutenus. C'est pour ça qu'il y a Kian, Navo, Poulpe, Davy, David Marseille, tout ça. C'est un peu un spoil peut-être, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui m'ont aidé, qui ont joué avec Raph dans ces fictions. Et donc c'était important pour moi qu'ils y soient pour vous montrer que c'est un film un peu d'une génération, quoi. Et pour Enya, c'était comment de vous retrouver du coup avec toute cette bande qui se connaissait déjà auparavant? C'était hyper facile en fait. J'aurais pu me dire est-ce que ça va bien se passer parce qu'ils se connaissent depuis toujours. Nous avec Arnaud, c'est vrai qu'on débarque dans cet univers. Puis bon, Arnaud il a l'habitude des tournages et pas moi, donc j'avais l'impression que tout le monde allait être super à l'aise sauf moi parce que voilà, ils allaient tous être potes ou alors habitués à tourner, voilà. Et en fait pas du tout. J'ai eu vraiment la sensation le premier jour de tournage qu'on était tous novices, entre guillemets, pas novices dans la manière de travailler, mais sur le fait de se retrouver sur cette aventure, sur ce film, ce tournage de long métrage. On était tous comme des gamins, on était tous au même niveau d'excitation et voilà, et de voir ça, ça m'a mis en confiance tout de suite parce que je me suis dit d'accord, j'ai pas besoin de rentrer dans leur univers. En fait, on va tous rentrer dans l'univers de ce film, de ce tournage et voilà, et ça s'est très bien passé, c'était super. Vous traitez du futur de façon fictionnelle. Là, vous, personnellement, comment vous voyez le futur dans 10-20 ans? Demande à Raph, il a déjà un gigantesque succès pour le Visiteur du futur, voilà, le film qui sort le 7 septembre. 5 suites, comme pour Before Sunrise. Grand carton, tout ça. Ensuite... Ça va être compliqué le futur, là. Ouais, j'aime bien l'eau potable et tout, c'est cool. Et non, mais en vrai, bon... C'est chouette aussi la vie, quoi. Non, en vrai, ouais, Raph, il est un peu éco-anxieux.
Enfin, on l'est tous, non? Est-ce qu'on devrait pas tous être Est-ce que Et l'avenir, non, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que les choses sont déjà un peu en train de changer. Les nouvelles générations sont un peu en train de. Oui. Non, mais c'est vrai, elles ont ce combat-là que nous, on n'avait pas vraiment. Entre de bonnes mains dans un sens, même si il faut pas tout leur filer, il faut qu'on agisse tous. Bien sûr. Mais ça m'inspire et ça me rassure de me dire que j'ai beaucoup à apprendre de gens qui ont des fois juste 5 ans de moins que moi et c'est trop bien, quoi. Donc beaucoup, à la fois très optimiste et à la fois très réaliste. Et l'amour sera toujours là, la joie aussi. Le monde va se transformer. Et... Le cinéma aussi, on espère. Le cinéma aussi, on espère. Le cinéma, ouais. Et dans un futur proche, vous espérez un second volet? Vous avez déjà des nouveaux projets en cours dont vous pouvez nous parler ou pas? J'espère un second volet dans un futur très proche, évidemment. On espère tous. François reste assez vigilant sur cette question. Oui, il a raison. C'est vrai, parce que juste un second volet serait dommage. Oui, on va se limiter. Voilà. Est-ce qu'un succès d'un film comme Kaamelott, qui avait aussi une forte communauté de fans derrière, ça vous a peut-être un petit peu rassuré? Non seulement ça nous a rassuré, mais ça a aussi rassuré les exploitants de salles. C'est-à-dire que quand Kaamelott est sorti, on avait terminé le film, mais on ne l'avait pas encore présenté aux professionnels. Et du coup, quand on a présenté le film aux professionnels, beaucoup de gens nous ont dit « Ah oui, c'est plus ou moins comme Kaamelott », du coup on a confiance. Donc c'est sûr que ça a eu une influence très positive sur nous. On finit toujours nos interviews chez The Cinema Show avec une petite question un petit peu sur vos goûts actuels en matière de ciné. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou quoi qui vous a un petit peu marqué? Alors Raph va plus au cinéma que moi. J'ai eu l'honneur de déjà voir Everything Everywhere All at Once, qui est après Le Visiteur du Futur. Sûrement un des meilleurs films de 2022 à mes yeux et qui est très inspirant et que je conseille d'aller voir après Le Visiteur du Futur. Voilà, Le Visiteur du Futur et Everything Everywhere All at Once. Moi, c'est ma cam bébé. C'est ma cam bébé. Ça, on le gardera, j'espère, dans l'interview parce que vraiment, ça vaut le coup. Le nom de l'interview, ça va le faire. Ma cam bébé. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vu un film en retard, très en retard récemment, qui s'appelle Jojo Rabbit. Ouais. Que j'ai adoré, vraiment. J'ai pleuré, j'ai ri. J'ai trouvé ça super bien traité, original. Ça m'a grave plu. Donc voilà, Jojo Rabbit, dernièrement, pour moi. Moi, j'ai vu un documentaire qui s'appelle Val sur la vie de Val Kilmer. C'est hyper intéressant, hyper touchant. C'est un acteur que je pensais connaître, mais en fait pas du tout. Donc voilà, je crois que c'est sur OCS. Ouais, et sur Amazon, je crois, Prime. Ben, merci beaucoup à vous trois. Merci à vous. Au moment où le podcast sort, le film est en salle, donc on invite nos auditeurs à foncer le voir. Là, ça sort demain. Pour nous demain, c'est ça que tu dis? Non, ça sera non, ce sera en septembre. Ouais. Voilà, c'est bon. Okay. On est dans le futur, finalement. Voilà. On est raccord, c'est ça. C'est ça. Ben, merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Ils étaient pas concentrés là. Ça sort demain, du coup. Attends, pas Si. Non, ouais. Non, pour revenir sur moi là, pour me dire des trucs là, vous étiez en forme par contre. Bah, bien sûr. Putain. Bon, c'était sympa ce petit moment avec l'équipe du Visiteur. Incroyable. Oui. J'ai adoré. T'as adoré? Bah super, va voir le film maintenant. Ouais. Comme il y a plein d'autres films dont on aurait voulu vous parler, on va pas se priver de le faire en vitesse dans notre speed noting. On change pas une équipe qui gagne. Le speed noting, c'est simple. Je vous donne quelques films, vous me dites si vous les avez vus ou non, si vous voulez les recommander. Bon, on a déjà fait le tour de ceux dont on a parlé, donc normalement vous les avez vus. Decision to Live de Park Chan-wook, est-ce qu'on allait le voir ou pas? Je crois que toi, Margot, t'étais... Oui. Ouais, mais t'étais mitigé. C'est pas son meilleur, mais c'est un oui quand même. Oui. C'est un oui. Oui, mitigé. On s'emmerde. Oh toi, je ne t'ai pas compris. Tu as changé. Il a pas tort. Confiance, Axel. Voilà. Ouais. Ça, c'était le 29 juin. Vous allez voir, on va revenir jusqu'à maintenant. Le 6 juillet, il y avait After Yang. Donc, tu voulais nous en parler, énorme Margot. Énorme coup de cœur. C'est un film un peu minimaliste qui parle du futur, qui est magnifiquement filmé et joué. Allez-y. Ok. Personne horrible. On s'ennuie énormément. Non, c'est pas une vanne. Énorme oui à After Yang. Énorme non, c'est vraiment Quelqu'un peut faire sortir Axel. Me laissez pas là. Bon, après je l'ai pas vu. Peter Van Kant de François Ozon. C'est vachement bien. C'est un énorme nom. C'est catastrophique. Et toi, t'as adoré? Ouais, c'est vraiment un super film. Ouais, c'est grossier. Moi, j'ai pas confiance en Ozon. Non, c'est vraiment très bien. Voyez un ou deux films, après vous saurez si vous êtes plutôt Team Axel. C'est comme, vous savez les trucs dans les magazines là, avec les petits carrés, les petits tests là. Vous avez plus de réponses au niveau Axel, et ben vous êtes un sacré connard.
Ennio, le documentaire sur Ennio Morricone. C'était super bien. Ouais. Bon, ça, je peux peut-être. Il vient de passer les 100 000 entrées. En plus, c'est très cool. Un documentaire de 3 heures sur un compositeur. C'est vraiment très bien qui marche. Donc, ouais. Le 13 juillet, il y a Thor Love and Thunder de Taika Waititi. Et mon petit doigt me dit que Axel a trouvé ça génial. Non, pour te donner un ordre d'idée, j'ai mis 6 sur 10 au film. Donc c'est vraiment loin d'être un coup de cœur, mais pour le coup, ça fait vraiment 5 ans que j'avais pas trouvé un Marvel à peu près regardable. Donc j'étais très content de voir un film à peu près regardable, contrairement à Doctor Strange qui était abominable, Black Widow qui était abominable. Enfin voilà. Ok. Non, c'est un non. Une immense merde. Voilà. Après, tu sais, on a aimé Uncharted nous deux. C'est vrai qu'on avait. Donc on se retrouve tous sur Uncharted. Voilà, c'est super. C'est de la merde. Non, là tu as tort. Les nuls Machad. Ça a l'air trop bien. C'est pas mal, mais on s'emmerde un peu. Ok. Ah, mais lui. Bah après, il s'emmerde dans des trucs et parfois après, c'est bon. J'y crois pas trop. La nuit du 12 de Dominique Moll qui a bien marché aussi. C'était sympa, un poil surcoté mais sympa. Moi, je suis d'accord avec toi, Margot. Moi j'ai adoré. Ouais, voilà, j'étais prise du début à la fin, c'était incroyable. Ouais. Je suis d'accord, c'est très bien. Bon, c'est pas le film de l'année comme beaucoup ont voulu le dire, mais c'est pas Thor quoi. C'est pas Thor. C'est pas Uncharted, mais c'est très cool. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. La claque de l'année, c'est génial. Oui. Moi, un peu comme La Nuit du 12, je trouve ça très bien, mais il y a quand même ses défauts. Alors, la deuxième partie avec. Attention, elle est incroyable. Non, le mouton noir de la scène de la fille, je suis désolé, c'est pas possible. Mais tu restes concentré sur ça. Non, c'est 1% du film, quoi. C'est marqueur des défauts du film. Il y a quand même des défauts. Mais c'est vraiment très bien, mais il y a des défauts. Ok. Le 21 juillet, il y a Prey qui est sorti sur Disney+, un préquel de Predator. Tu l'as vu, toi? Oui, et c'était en vrai, c'était pas mal. C'est la première fois que je crois que je regarde un film sur Disney+. Et ouais, non, c'était abonné d'ailleurs dans la foulée parce que c'était vachement bien du coup. J'ai toujours été abonné, je suis un fidèle consommateur de Disney. Je veux la mort des salles de cinéma. Ouais. Toi tu pourras voir Black Panther 2 sur Disney+, puisque peut-être qu'il va pas sortir en salle. Chouette, super. Non mais après en vrai c'est pas mal. Le contexte amérindien, pré-colonisation etc. c'est très cool et non le film est pas mal. Il y avait Greyman des frères Russo avec Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas. C'était nul. Quelle idée aussi. Très nul. Costa Brava, Lebanon, on en a beaucoup parlé. L'un des meilleurs films de l'année. Ouais, c'est vraiment bien. Et c'est Eurozoom. Merci. Faut le préciser quand même. L'année du requin des frères Boukarma. On est déçus. On est déçus. On est très déçus. C'est pas mal, c'est pas mal. On est déçus. C'est pas mal, mais les gens vont pas aimer. On est déçus. On est déçus. Mais la fin est géniale. Toute la partie, toutes les scènes d'horreur globalement sont vraiment très bonnes. Non. Encore une fois, vous avez tort. On fait un bond dans le temps. On va au 24 août. Il y avait 3 000 ans à t'attendre de George Miller. Catastrophique. Ah mais non, oh là là, il y a rien qui va. Margot. Catastrophique, c'est ton avis. L'enfer, c'était tellement bien. L'enfer. Alors, Margot, rapidement, vas-y, dis-nous pourquoi c'était nul. Parce que je trouve les personnages pas du tout attachants ni convaincants. Les histoires, je les trouve sans intérêt. Vraiment, je me suis fait chier de A à Z. Oh là 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 là. Ok, Margot, pourquoi pourquoi c'était bien? L'inverse. Moi j'ai été captivée par les histoires et je trouvais les personnages incroyables, le duo jouait extrêmement bien, j'étais captivée du début à la fin. Je suis d'accord, et Junkie XL, magnifique la Non mais en vrai 3000 ans d'attente c'est un film vraiment génial dans le sens où c'est un film qui est en même temps très philosophique et qui parle beaucoup, qui est très réflexif tout en proposant une espèce de spectacle un peu merveilleux et c'est vraiment génial 3000 ans d'attente. Everything Everywhere All at Once des Daniels, qu'est-ce qu'on en a pensé? Moi j'ai trouvé le concept génial, mais j'ai eu un petit manque émotionnel. J'ai eu du mal à m'attacher au film et à vraiment plonger dedans. C'est pas aussi bien que ce que on en dit. Mais ça reste fabuleux. Ouais, je trouve ça vraiment. C'est juste, je pense qu'on n'a pas l'habitude de voir ce type de cinéma. C'est bien. Non, c'est vraiment bien quand même. C'est vraiment bien que ça existe. Et moi j'ai été touché par le rapport avec le mari quand même. Ouais, c'est vrai. Quand même. Oui. C'est vrai. Quand même. Puis le film est hyper drôle de cet acteur, j'ai oublié son nom, mais qui joue 2001 dans Indiana Jones 2 ou dans les Goonies aussi. Bien sûr. Il sera dans Loki saison 2, donc c'est pour toi Loki saison 2. Je suis fan de Marvel. Et de Disney+. Les 5 diables de Léa Misus. Très bien filmé, c'est super. Avec Amour et acharnement de Claire Denis. Pas vu. Claire Denis, à chaque fois qu'on la cite, c'était. La dernière fois c'était Stars at Noon et on avait envie de mourir, donc c'est pareil. Vivement qu'elle arrête le cinéma. Bref.
Je pense que c'est dans pas trop. C'est ça. Allez, Rebelle, Dadil, El Harbi et Bilal Fallah qui ont vu leur film se faire annuler Bad Girl. Bah, du coup, c'est très bien. Ouais, c'est vraiment. Cette petite comédie musicale chez Daesh, c'est sympa. Attendez, non, mais c'est vrai. Le film se permet des scènes musicales vraiment hyper étonnantes. Ouais. Donc, non, vraiment. Moi, j'ai vraiment pris une belle claque là aussi. Et la musique est super aussi. Revoir Paris d'Alice Winocourt. Très juste et très touchant. Il sait pas en faire trop et moi j'ai beaucoup aimé. Pas toujours juste, pas toujours touchant. Oui, pas si ouf. Ouais. Pas si ouf. Mais bien quand même. Hein. Mais pas toujours juste. Ouais. Et on finit avec Rodéo de Lola Kivron. C'est génial. Ouais. Moi je fais juste un petit bisou à En roue libre quand même qui est sorti en juin et c'était un road movie solaire qui était trop cool. Ouais mais Rodéo quand même. Et d'autres films donc vous voulez nous parler Vesper Chronicle. Vesper Chronicle, ça revisite le genre post-apo avec brio, réalisé par un couple dont un qui est montpelliérain. Voilà. Et c'était brillant. Voilà. Ok, d'autres films. Esther 2 peut-être. Esther 2, allez, on va finir sur ça, putain. Yes. Peut-être la claque de l'été, finalement. Un film qui réinvente totalement le genre. Non, c'est affreux, évidemment. C'est pire que Bullet Train. Imaginez un peu la catastrophe. Il n'y a rien qui va. Bah, du coup, on n'arrive pas à imaginer. On n'arrive pas. Par contre, tu peux nous le comparer à Thor. Peut-être qu'on arrivera à mieux se visualiser. Ouais. C'est vachement moins bien, bizarrement. Allez, la fin de l'émission approche. Heureusement, avant de nous dire au revoir, jouons un peu avec le quiz de Marie. The game is on. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, how much? Anyway, lead on. Allons-y. En début de quiz, je tiens à saluer Dame et Véro. J'espère qu'ils sont là, qu'ils m'entendent. Vous êtes mes anges gardiens. Je suis ravie. Nous avons à ma gauche l'équipe de Florent, tu seras chef d'équipe avec Simon, et à ma droite l'équipe de Margot, tu seras chef d'équipe. Non, ne mets pas chef, mais non. Bien sûr que si. Si Margot, à un moment donné, si. Voilà, c'est tout, c'est moi qui décide. C'est le suicide en fait là. Non, pas du tout. Et je vais vous demander. À ce qui paraît, si on gagne, Axel de nous donner son compte Instagram. Ah, et merde. Super, j'en suis ravie. Ça se trouve, elle va se surpasser. Moi, je vous demande le titre de quiz de cette rentrée qui concerne une actualité qui a beaucoup fait parler dernièrement, qui n'est pas forcément cinématographique. C'est tout ce que je peux vous dire parce qu'à un moment donné, on a compris autour de quoi là, on a eu quelqu'un qui nous Vous avez l'actualité en tout cas, ça je pense. Oui. Ouais, mais c'est trop facile. Vas-y, on dit quoi? Nous on dit quiz Elisabeth. Ouais. Ah merde. Et vous? On voulait dire la même. Bah vous dites le la quiz même. Elisabeth 2. Oh. Vous avez la bonne actu, mais on est un peu plus joueur que ça sur nos titres. On l'a appelé God Save the Quiz. Malheureusement, ça ne fait pas de point pour vous. C'est oui, malin. Attendez. D'ailleurs, merci. Raph est dans le chat. Hein. Et c'est Raph qui a trouvé ce titre. Bonsoir Raph. Raph qui a écrit ce quiz avec moi, je le rappelle. Première vraie question de ce quiz, musique de film. Attention, lien avec les films chroniqués. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Get Out. Non. T'as pas le bon lien. Ah oui, si, John Wick. John Wick, tout à fait. Pourquoi? Simon l'a dit, puisqu'il a co-réalisé, il était co-réalisé par David Leitch, mais il n'a pas été crédité en réalisation, ceci dit. Ouais. J'ai vu. Ce qui était assez fou. Et on a appris par ailleurs que le prochain John Wick, le 4e, sera le plus long film de la saga. Moi j'adore John Wick. Il se passe à Paris un peu, non? Ouais, il se passe à Paris. Ouais. Tout à fait. Ce qui fait un point pour l'équipe de Margot. Le compte Instagram est sauvé pour le moment. Pour le moment. On passe à En or ou en bois. Nous avons 3 infos à vous proposer ce soir. Première info, The Crown est revenu dans le top 10 des séries Netflix depuis la mort de la reine Elisabeth. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Ils donnent des coups d'œil, mais ils disent donc on a vrai des deux côtés. Ouais. Effectivement, c'est vrai. Beaucoup de curieux et de curieuses se sont lancés dans la découverte de la série après la mort de la reine. Il a fallu attendre qu'elle meure, ce qui est un peu dommage. Mais c'est de la bombe. 2 pour l'équipe de Margot et 1 pour l'équipe de Florent. Deuxième info, début août, Ethan Cohen a dévoilé qu'il allait sortir de sa retraite, comme son frère, mais en solo cette fois. Chaque fois que j'ai mis un mais, c'est comme son frère, en solo cette fois. On a envie d'y croire, allez. Allez. On tente en or. On a 2 en or. Mais vous avez totalement raison, vous êtes trop forts. Ça n'a pas marché le jeu d'acteur. Il sera cependant en duo au scénario avec sa femme Tricia Cook. Attends, on va essayer de le refaire. 2 pour l'équipe de Florent et 3 pour l'équipe de Margot. Dernière info, Omar Sy a dévoilé cet été qu'il sera la star du prochain John Woo, The Killer.
Ah, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Ouais, ça se voit que t'es pas sûr, Simon. Hein. Ça se voit que t'es pas sûr. Ouais. Dommage, hein. Dommage. Bon, on tente. Je crois que c'est vrai. Mais en vrai, je sais vraiment pas. Ouais, moi non plus. Ouais. Bon, on essaye. On fait vrai. On fait vrai pour voir. Ah, donc on a vrai de chaque côté. Mais bien sûr, vous êtes des génies. Il s'agit d'un remake d'un film congolais de 89 réalisé par John Woo lui-même. 3 pour l'équipe de Florent, 4 pour l'équipe de Margot. Et vous avez vu notre petite facétie à Raph et moi. On vous a mis que des vrais en fait dans les infos. Incroyable. Heureusement que tu nous l'as dit, on l'aurait pas remarqué. Et on vous passe au qui a dit. Un qui a dit extrêmement court. Faites attention. La phrase est la suivante. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un... Tu t'arrêtes. Non. J'ai failli là. Je recommence. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un veut que je revienne? Ah putain. Quoi? Voilà. Ethan Quinn. Non, et ça s'est passé il y a une semaine. Il y a pas longtemps, ouais. Tout à fait. À une convention, la convention D23, de D pour Disney. Ah, Harrison Ford. Non, parce que ce n'est pas un homme qui a dit cette phrase. En fait, le journaliste posait la question à cette personne, est-ce que vous allez revenir dans votre rôle? Et cette personne a répondu non. A répondu, je ne sais pas. Est-ce que des gens veulent que je revienne vraiment? Parce que cette personne avait été très décriée lorsqu'elle avait été annoncée pour son rôle. Ouais. Bah, si c'est Marvel, moi j'y connais c'est pas Tobey Maguire. C'est une femme, je vous dis. Un indice, je suis en ennemi. Un indice, bah, c'est un Marvel, hein. Marvel, bon, bah alors. Attends. Une femme qui joue un super-héros. Je crois qu'Alexandre est là, mais je sais pas. Oui, Brie Larson, évidemment, qui avait été extrêmement insultée sur Internet à cause du fait qu'elle avait été prise. Et elle a juste répondu, est-ce que des gens veulent que je revienne? On sait pas. Moi j'ai envie. En tout cas, vous égalisez grâce à cette question. Et grâce à Brie. On arrive à la Sherlock Holmes, qui est une Sherlock Holmes ce soir, hommage à Jean-Luc Godard, qui n'avait pas la langue dans sa poche. Donc c'est une question à plusieurs propositions. Si une équipe a la bonne réponse, ça fait 3 points. Si les 2 équipes ont une réponse, ça fait 1 point chacun. Voilà, vous savez. Question. À qui Jean-Luc Godard a un jour dit ces mots? Dis petit, t'es à chier. C'est très mauvais ce que j'ai vu. Il faut que tu fasses un effort. Est-ce qu'il a dit ça à Jean-Paul Belmondo, à Quentin Tarantino, à Johnny Hallyday ou à Louis Garrel? Si c'est à Loulou, alors là, je suis pas bien fait. Bah. Non, ça paraît trop gros. Tu peux refaire les cartes, s'il te plaît. Jean-Paul Belmondo, Quentin Tarantino, Johnny Hallyday et Louis Garrel. Je vais vous redire la phrase pour le plaisir, évidemment. Dis petit, t'es à chier. C'est très mauvais ce que j'ai vu. Il faut que tu fasses un effort. Ah, c'est où toi? Tu penses ça? Je sais pas, je vais. Belmondo, Tarantino, Hallyday, Garrel, il nous faut une réponse, s'il vous plaît. Ouais. Comme tu veux. Vas-y, tente. Moi j'aurais dit Louis. D'accord. Bah, Tarantino, mais. C'est une Sherlock Holmes loupée pour ce soir, puisque c'était à Johnny Hallyday qui a dit ça, parce qu'il l'a dirigé pour son film Détective. Voilà. D'accord. Mais Johnny Hallyday disait qu'il l'aimait beaucoup quand même. Voilà. Bon, on passe au quiz spécial. Il se retrouve là-haut maintenant. Et ouais, ils vont bien discuter de tout ça là-haut. Quiz spécial, bon, qu'on avait déjà un peu annoncé, bilan de l'été 2022. On commence avec la première question. Qui c'est celui-là? Si je vous dis comme personnage, Capitaine Johan Vives. La nuit du 12. Tout à fait. Et Florent avait commencé le titre, j'ai l'impression. Bon, moi j'étais d'accord pour donner les points des deux côtés. Bon, donnons les points des deux côtés. Vous êtes toujours à égalité du coup. Je suis pas avec toi, Florent. Ouais, il fait double jeu là. Simon de la rentrée, là, c'est plus le même. Effectivement, c'était La nuit du 12 de Dominique Moll, le personnage joué par Bastien Bouillon. On passe à une réplique, un film. Dans quel film peut-on entendre cette réplique? Bullet Train. Non. Ça aurait pu. Ah si, ça j'ai vu. Visiteur du futur. Non. Joy? Everything Everywhere. Ah oui, c'est ça. Everything Everywhere All at Once. Et oui, Axel, là franchement tu m'as stressé, t'as pas dit la fin du titre. Effectivement, Everything Everywhere All at Once, avec une scène dont on taira la suite, mais qui est assez importante. C'est pour Simon et Flo le point. Ah bah oui, bien sûr, il a pas fini le titre. Non mais ça y est. Non. C'est scandaleux. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Tout à l'heure, j'étais d'accord pour vous donner le point, vous avez vu, mais ça a toujours été comme ça. Il va bouder. On passe au résumé raté. Je commence. Dans la France envahie par le capitalisme, un petit homme résiste et se dresse contre le monde des sociétés privées. Non. Menteur. Telle la statue qui annonce le châtiment à Don Juan. Telle une moule à son rocher, le héros de cette histoire est tombé très petit dans le monde fou qui rassemble Nagui et Marlène Schiappa. Non. Malgré un ennemi pas très cool qui prend juste un doigt d'alcool de riz, notre Gaulois chauve va essayer de tenir bon. Les volets verts? Non. C'est un film qui a été cité. Ah non, pas du tout, qui a été cité en off. Et tout le monde a dit, on l'a pas vu. Je recommence. Nickel, ouais, ça va être pratique. Oui, mais vous en avez entendu parler, c'est sûr. On parle d'un Gaulois chauve déjà, donc un acteur chauve en personnage principal.
Une comédie qui rassemble Nagui et Marianne Chapa. Irréductible. Tout à fait. Non mais là, c'est pas Bien possible. joué. Il avait la liste des films, Margaret tu vas pas Atwood. donner le point. La liste, c'est important. La liste, ça fait partie. Dans ce cas-là, on va sur notre téléphone, on va sur Google. Vous avez à quoi avoir vos notes? Non, trouve Simon, franchement, limite. je peux pas te l'accorder. Ouais. On n'est pas dans la même équipe. Je suis désolée. Mais bon, effectivement, c'était Irréductible. De Jérôme Commandeur, du coup, le Gaulois chaud. Forcément. On passe au jeu des synonymes. Donc j'ai remplacé tous les mots par un synonyme, il faut trouver le titre original. Si je vous dis, attention, ça peut aller très vite. Un triple millénaire pour t'espérer. 3 millions à t'attendre. Oui, avant, je crois. Oui, je pense aussi. Effectivement, 3 millions d'attente de George Miller. Margot, ton équipe passe à 6. Vous êtes à égalité, toujours. On passe à Merci le Québec. Si je vous dis, au Québec, le film Proie. Prey. Bien sûr, évidemment, Prey. Et il n'y avait pas beaucoup de films qui avaient des titres québécois. Il y avait Banon. Oui. Oui, mais bon, ça aurait été aussi vite. Et puis il y avait l'homme gris aussi, mais bon, pareil. C'est les traductions. Voilà. Vous passez à 7, l'équipe de Margot. Nouvelle question. Dans ce quiz, nous inaugurons une nouvelle question que j'ai appelée la question People. Chaque semaine, nous irons, avec Raph, interviewer une personne que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, sur son film préféré correspondant au thème de la semaine. Cette personne, dans son extrême bonté, vous livrera 3 indices afin de vous aiguiller sur la bonne voie. Cette semaine, j'ai demandé à Gaël, que vous connaissez tous, son film pépite de cet été. À vous de deviner lequel. Simone. En gros, c'est le film de Gaël, ici. Pression. Il y a quand même. Sachant que les indices sont les suivants. Elle m'a donné 3 indices pour vous. Un duo de choc, Netflix et Greyman. Seal. Okay. Non. Ah, Me Time. Me Time. Absolument, Me Time. Et normalement, Qu'est-ce que c'est? vous avez la photo de Gaël devant le film qu'il a apparemment adoré. Adorable. C'est le truc voilà. avec Mark Wahlberg et Kevin Hart. J'ai pas capté. Et vous passez à 7, l'équipe de Florent. On remercie Gaël pour cette question. La semaine prochaine, c'était un peu cheaté pour moi. La semaine prochaine, vous verrez un nouveau people peut-être apparaître. Raphaël. Non, Raphaël est hors jeu pour le coup. On passe à la question sacré film. Alors dans ce cas, les chefs d'équipe ne vont pas jouer, ça va être Simon contre Axel. Je vais donner 5 films à chacun, vous allez devoir me dire si le film est sorti en juillet ou en août. J'ai pas mes fiches. Tu regardes pas ta liste, Ah ouais, toi. par Voilà. contre, On va commencer par Axel. Si je te dis de l'autre côté du ciel, juillet ou août? de l'autre côté du ciel, c'est août. Tout à fait. Vous pouvez gagner 5 points chacun, maximum. I Love Grease. Juillet. La petite bande. Ah, c'est. Je pense que c'était début août. Non. Le Samaritain. C'était juillet. Non. Le Monstre des mers. Je sais même pas ce que c'est. Août. Et non. Tu as 2 points. J'ai bien commencé. Simon, si je te dis The Sadness. Attends, ça c'était le titre français, ça? Oui. Août? Non. After Young. Juillet. Oui. Là où chantent les écrevisses. Août. Oui. The Grey Man. Juillet. Oui. Esther 2 les origines. Juillet. Non. Août. 3 points pour Simon, 2 points pour Axel. L'équipe de Margot, vous passez à 9. L'équipe de Florent à 10. On arrive au pas tourné. Qui n'a pas réalisé de film sorti cet été? Donc on prend fin juin à fin août. François Ozon, Asghar Farhadi, Noémie Merlan, Ron Howard, Claire Denis. Qui n'a pas Normalement, sorti... vous en avez un. Qui n'a pas réalisé de film sorti cet été? François Ozon, Asghar Farhadi, Noémie Merlan, Ron Howard, Claire Denis. Waouh, cette cascade d'images là, elle est incroyable. Franchement, c'est magnifique. C'est bon, on est d'accord. On est d'accord. Asghar Farhadi. Ouais. Vous avez tout à fait raison. Il y a eu 2 grosses sorties de films iraniens cet été, Leila et ses frères par Saïd Roustaé et Les Nuits de Mashhad de Ali Abbasi, mais pas d'Asghar Farhadi. Ce qui fait 11 pour l'équipe de Florent et 10 pour l'équipe de Margot. On arrive au casting 5 étoiles. Si je vous dis Philippe Vieux, Guy Lecluse, Catherine Osmaline, oui, Menteur, Oh oui. tout à fait, d'Olivier Barou, vous passez à 12. Et ouais, moi j'ai parlé avec sa fille, je le connais bien, Olivier. Tu vas te calmer quand même. On arrive au duel time. Les chefs d'équipe, Margot et Florent, vont s'affronter sur une question qui peut rapporter 4 points ou enlever 4 points à vos scores. Vous avez le choix entre 2 thèmes, juillettiste ou haussien. Florent, tu vas pouvoir choisir ton thème en premier. Est-ce que tu es plutôt juillettiste ou tu es plutôt haussien? Je suis plutôt haussien. Bah oui, c'était il y a pas longtemps. Voilà, je m'ai dit. Bon. Lequel de ces films sortis en août 2022 a réussi à dépasser les 500 000 entrées en France? Ok. Nope, La très très grande classe, One Piece Film Red, Tad l'explorateur et La table d'émeraude.
Alors, je précise juste avant de répondre que si je réponds mal et qu'on perd, Simon me frappera à la sortie de l'émission. Voilà, je dévoile un peu les secrets de l'émission. Je serai là. Je vais donc dire... Donc, il n'y en a qu'un seul qui a réussi à dépasser les 500 000 entrées en France. Et le box-office s'arrête au 11 septembre. Voilà, ok, bah, je vais dire One Piece film Red. Je note. C'est bien, Flo. Alors Margot, toi tu es plutôt juilletiste du coup. Bah j'aurais dit l'autre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va s'en sortir. Lequel de ces films sortis en juillet 2022 est le film qui a fait le plus d'entrées en France depuis sa sortie? Parmi les films de juillet, évidemment. Thor, Love and Thunder, Les Mignons 2, Il était une fois Gros, Crypto et les super animaux, Du Cobu Président. Donc ce ne sont que des films sortis en juillet. Parmi ces films, il y a un film de juillet qui a fait le plus d'entrées. Lequel a fait le plus d'entrées en gros? J'aurais dit Les Mignons. Je note. Alors, Margot, je vais commencer par toi. C'est bon signe ça. Les Mignons 2 a fait 3 753 182 entrées en France. Et effectivement, c'est le film de juillet qui a fait le plus d'entrées en France. Tu passes avec Axel à 14 points. Et là, Axel il se dit, je vais pas devoir filer mon compte Instagram. Florent. Dis-moi. Alors déjà, je vais dire, j'ai mis Bullet Train hors jeu puisqu'il avait réussi à dépasser le million et c'est le seul film d'août qui a dépassé le million en France. Nope n'a pas réussi à passer. Non. C'est 400 000 et quelques. La très très grande classe n'a pas du tout réussi à passer. Il a pas marché. Là, c'est pas tad. One Piece Film Red a une très grosse communauté qui a fait passer le film à plus de 500 000 entrées en France et c'est le seul dans cette liste. Bravo. Vous gagnez 4 points et vous arrivez à 16 points et vous gagnez ce quiz. Bon, c'est quand même félicitations, 16 à 14. C'est super bien battu. Bien joué. Merci beaucoup, Marie. J'ai pas l'habitude, d'habitude, là, c'est la fin de l'émission. Et là, je vous ai promis quoi? Une nouvelle partie dans l'émission. Eh bien, oui. J'avais oublié. C'est parti tout de suite pour les recos de l'équipe. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors, c'est quoi les recos de l'équipe? C'est simple, toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même auront maintenant le plaisir de vous faire partager un petit coup de cœur, une recommandation d'œuvres, sorties, événements, vidéos liés plus ou moins au cinéma. Voilà, c'est en fait tout. C'est pour sortir un petit peu des carcans des films. Petit tour de table, on commence par toi, Margot. Super, eh bien, il vous reste 28 jours. 28 jours pour faire exploser la cagnotte de Mourir ou not mourir, le premier long métrage de Thomas Combré. Vous me demanderez peut-être, mais attends, c'est qui Thomas Combré? Moi je sais. Créateur sur l'internet, vous l'avez peut-être découvert aux côtés de Davy Mourier dans les Bad News ou sur sa propre chaîne YouTube. Mais avant toute chose, Thomas Combré, c'est un talentueux acteur, réalisateur et scénariste. Il ne travaillera pas seul sur ce projet, mais aux côtés d'Anaïs Cavé, elle aussi actrice et autrice. Ça me tenait à cœur de parler de ce projet, car ces deux auteurs sont des personnes extrêmement solaires et passionnées. Mais ça parle de quoi ? Mourir ou not mourir, c'est donc un long métrage qui raconte l'histoire de Stan, un réalisateur qui, suite à un premier film raté, avait mis fin à sa carrière. Au détour d'un rendez-vous chez son médecin, il apprend qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre, mais il a moyen de s'en sortir, refaire un film. Du coup, si le projet vous inspire et que vous voulez le soutenir, vous avez une cagnotte KissKissBankBank qui a été mise en place pour l'occasion. C'est quand même chouette de soutenir des projets indépendants et pour le coup, vous avez même droit à des contreparties comme votre nom au générique, des photos de tournage, un Blu-ray, etc. Il y a eu déjà plus de 300 contributeurs, mais peut-être qu'avec les milliers d'auditeurs de The Cinema Show, on pourra aller plus loin. C'est clair. Merci Margot. Axel, tu voulais nous parler d'un retour, toi? Ouais, le retour depuis 2 ans de Métal Hurlant, une revue de BD française qui a été extrêmement importante dans les années 70-80 pour l'histoire du cinéma. Une revue fondée entre autres par Druillet ou Mobius. Mobius qui avait travaillé sur les visuels de Tron par exemple, ou Jodorowsky's Dune, où il avait participé à certains concept art pour Alien. Enfin voilà, quelqu'un de très influent encore plus dans le milieu de la BD, mais très influent dans le milieu du cinéma. Par exemple, Taika Waititi veut faire une adaptation de L'Incal. Voilà, c'est vraiment un... Il veut faire beaucoup de choses, Taika. Voilà. Et Métal Hurlant, c'est un espèce de vivier d'artistes dans ces années-là qui a vraiment complètement fait exploser la SF française. Il y a les gens qui ont fait Valérian, il y a Dan O'Bannon qui avait écrit une histoire, le scénariste d'Alien. Il y a tous ces gens absolument passionnants et foisonnants qui dessinaient des superbes BD pour adultes pas forcément érotiques, mais des thèmes adultes. Et Métal Hurlant donc revient depuis 2 ans avec un numéro tous les 3 mois je crois. Un numéro, donc un premier numéro, les numéros impairs qui sont des numéros avec le même concept qu'à l'époque mais avec des auteurs de maintenant.
des BD, des entretiens, des interviews, plein de choses. C'est une review de 200-300 pages vraiment très épaisse avec énormément d'histoires et plein de choses assez géniales avec les meilleurs auteurs actuels français ou pas de BD. Et les numéros pairs, c'est des numéros qui s'appellent vintage, où ils reprennent les meilleurs numéros de l'époque, les meilleures histoires de l'époque, avec pareil des interviews, etc. des gens qui ont créé Métal Hurlant. Donc c'est vraiment un vivier de création vraiment passionnant et que je conseille à tout le monde. C'est un peu cher, mais en même temps ça vaut le prix, ça coûte 20 euros. Mais c'est voilà, des grosses. Je m'attendais à pire quand des gros pavés de 300 pages avec vraiment des dizaines et des dizaines d'histoires, et c'est vraiment passionnant. Donc je conseille à tout le monde, pour ceux qui s'intéressent au cinéma, à la BD, c'est vraiment quelque chose qui a été important à un moment donné. Donc voilà. Et pour tous les fans de Thor, Love and Thunder. Marie. Moi, ça va aller très vite parce que j'arrive 1000 ans après tout le monde. Mais bon, à un moment donné, j'y arrive. Voilà, moi, j'aime énormément regarder des vidéos où les gens jouent à des jeux de rôle. Donc, je me suis mis évidemment au plus connu d'entre eux sur YouTube, à savoir La Bonne Auberge. Donc, qui est l'idée par Lucien Maine. On retrouve notamment autour de la table, moi je suis qu'à la saison 1, mais Adrien Méniel et Pénélope Bagieux notamment. Donc, on les voit jouer à un jeu de rôle dans un monde créé par Lucien Maine dans l'univers de Donjons et Dragons. Et moi, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, tu les vois jouer, donc tu vois les mécaniques de jeu. Lucien Maine, il a créé tout un univers, c'est très graphique, il y a un plateau, il y a des personnages, tout est très beau. Et en plus, ça te raconte une histoire qui est très prenante. Donc, si vous aimez les histoires, c'est cool. Si vous aimez regarder du jeu de rôle, c'est cool. Vous pouvez juste écouter si vous voulez, regarder si vous voulez. Enfin, en vrai, moi, je trouve ça hyper passionnant. Et voilà. Mais tout le monde connaissait, sauf moi, en fait. Donc, voilà. Je connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas, non. On reste sur YouTube avec toi, Florent. Oui, je viens vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Fulloscopy, donc qui est la chaîne de Mehdi Moussaïd, qui est donc scientifique spécialisé dans l'étude du comportement des foules. Et donc là, à travers cette chaîne YouTube, il rend accessible sa discipline, il devient un vulgarisateur. Et donc, il a fait pas mal de vidéos sur notamment les rumeurs et aussi sur la foule au cinéma. Toutes les foules qui sont faites en images de synthèse, qui sont basées notamment sur l'observation du vol des étourneaux. C'est passionnant, c'est pour moi un des meilleurs vulgarisateurs de YouTube, donc vous pouvez y aller sans hésiter. Moi je finis mon petit conseil corporate. Le synchro, le numéro 6 avec Richard Darbois, Donald Renew et Nathalie Kersanti pour tous les fans de doublage ou pour ceux qui s'intéressent. Et en plus, le numéro 7, il pourra en intéresser encore plus, mais j'ai pas le droit d'en parler. Motus et bouche cousue. Voilà. Il y a un conseil bonus Dernière aussi. reco, à Paul Valéry, la semaine qui arrive, vous allez avoir des conférences autour de la comédie populaire française. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a des projections spéciales, notamment de la Cité de la Peur, lundi 19 à 20h au Diagonal. On aura un visio du coup avec un des acteurs principaux du film. Voilà, il y a pas mal de projections, de tables rondes autour du cinéma. Dominique Farrugia. Voilà, j'avais pas son nom déjà. Ah ouais, d'accord. Voilà, allez. Quand même. C'est énorme, c'est quand même énorme. Oui. Mais voilà, il y a plein de conférences avec des invités qui viennent de toute la France, donc n'hésitez vraiment pas à faire un tour sur Ciné UPV, vous aurez tout le programme de cet événement. C'est noté. Merci du conseil. Merci à toute l'équipe présente ce soir pour cette première de cette 5e saison de The Cinema Show. J'espère que ça vous a fait du bien de retourner à l'antenne, Margot, Marie-Axel et Florent. Merci à Tom pour la réalisation de l'émission. Ça n'a pas été simple sur la fin. L'ordi a craché et tout, vous vous êtes peut-être rendu compte pendant le quiz. Mais les mises à jour en pleine émission, c'est sympa aussi. Merci Alexandre pour la vidéo. Merci également à François Descraques, Raphaël Descraques et Nia Barou, ainsi que les équipes de KMBO d'avoir permis l'entretien à propos du visiteur du futur, qui est toujours en salle. Si l'émission vous a plu, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. La semaine prochaine, on se retrouve pour une seconde émission et déjà un hors-série. En effet, notre machine à remonter dans le temps nous emmènera 40 ans en arrière, en 1982, avec un nouveau rewind au programme E.T., The Thing et Blade Runner, sur lequel Mobius a aussi participé d'ailleurs. Complètement. De quoi ravir donc les amateurs de science-fiction. En attendant, et pour prolonger encore un peu les vacances, on se quitte avec un album sorti en plein milieu de l'été, le second Funk Wave Bounces de Calvin Harris, 5 ans après le premier opus. Je vous ai choisi le titre Potion en compagnie de Dua Lipa et Young Thug. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant.
electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what this track for. Fucking every bitch and never tell them no. I'm pushing be that black and white Oreo. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what this track for. Buying niggas bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't need it. I'm like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling freebie meets with the signers. 15 main hoes cause I'm undecided. I'm kicking shigarati, ooh. I'm serving bricks somebody, ooh. For the bitch catch a Charlie, ooh. Gucci flip-flops and joggers, ooh. In the whip on a Tuesday night with the music high, and you by my side, side. Top down and the moon is high, and the mood is right, and you by my side, side, yeah. Late night conversations, electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah. Feeling flat tonight, yeah, yeah. Going with the motherfucking vibe, yeah. It's going down tonight. Don't you leave, don't you move, bada bing, bada boom, why you? Late night conversations, electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation.